Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Je me permets d'ajouter ce petit préambule pour vous souhaiter à tous et à toutes, chers auditeurs de la cellule, une très heureuse année 2016. Je voulais dire que le podcast qui était initialement prévu cette semaine et dans lequel nous vous souhaitions la bonne année a rencontré quelques soucis techniques. Il n'était pas en adéquation avec notre ligne éditoriale. Donc du coup, il ne sera pas diffusé cette semaine. C'est pourquoi je rajoute ce petit message pour vous souhaiter la bonne année. Sinon, on serait très impoli. Les podcasts qui, comme ça, subissent des cuts, subissent des problèmes en rapport à la ligne éditoriale sont, je vous le rappelle, diffusés dans l'espace abonné. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi de vous rappeler que un espace abonné existe, que vous pouvez y accéder en faisant des dons via PayPal à la cellule. Voilà, ça c'est dit. C'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que l'année dernière, vous avez été très très nombreux à donner à la cellule, à environ 100 € par trimestre, c'est ce que j'expliquais dans le méta-podcast, et ça vraiment merci à vous, c'est très très généreux de votre part. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois de la part de tous les podcasteurs de la cellule, une heureuse année 2016, bonne année à tous, et je vous laisse avec notre podcast hebdomadaire. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Emmanuel pour un événement, un one-shot sur Agone. Ouais. Agone. Bonjour Emmanuel, bonjour Jérôme. Jérôme, ça va? Tu as la pêche? La patate? Oui, ça va très bien. Ça va dans la cave? Ça va nickel. Dans impeccable. La cave. Natacha est avec nous. Salut. Nous sommes également avec Shadow. Bonsoir. Nous sommes avec Yosei. Coucou. Nous sommes avec Lascaux, Maxime Lascaux. Et tout ce joli monde va faire une partie de Agone. Nous serons rejoints au cours du débrief par Vivien, qui a été qui a contribué apparemment à l'écriture de certains suppléments d'Agone et qui a, lui, comme moi, pas mal de souvenirs du jeu. Donc ce sera un plaisir de le retrouver après votre partie et de débriefer. Emmanuel, tu vas nous présenter Agone. Donc, on rappelle que Agone est un jeu qui a été édité par un éditeur aujourd'hui disparu qui s'appelle Multisim, éditeur notamment de Deadlands, de Nephilim, et il a été édité entre 1999 et 2003, le jeu auquel vous allez jouer. C'est un jeu français donc? C'est un jeu français inspiré des œuvres de Mathieu Gaborit, et notamment des royaumes crépusculaires. Maxime vient de parler dans sa scole au lieu du micro. Avant de se rendre compte et de faire une tête. Et je rappelle qu'il s'agit d'un jeu sur l'art, l'inspiration, l'éveil, et non pas d'un jeu sur la bière, Maxime. Tu perds un point d'immersion. Allez, on écoute Emmanuel. Ça va être très difficile. Il est effectivement complètement immergé. On écoute Emmanuel. Donc effectivement, c'est un jeu qui est basé sur l'œuvre de Mathieu Gaborit, notamment les Chroniques des Crépusculaires, qui a été complété plus tard par des récits autour d'Abîme. Donc c'est un jeu, alors je suis sur la page des crédits, donc le jeu de rôle en lui-même est un jeu de rôle de Mathieu Gaborit et de Stéphane Marsan, et donc on a qui participent au projet également, Sébastien Sellerin, Frédéric... Sébastien qui? Sellerin. Ah, d'accord. Développement du concept, voilà, il est sur la page. Un illustre inconnu, oui, comme beaucoup. Tout à fait, un illustre inconnu voilà. à la cellule, on ne sait pas qui est cette personne. Alors, Agone, c'est un jeu de rôle à structure relativement classique, avec un univers très très riche, donc je peux peut-être commencer par présenter l'univers. Il me semble qu'il y a quelques mots à en dire. Oui. On va faire un petit historique, on va se faire plaisir, on va reparler des muses, on va reparler des saisons, on va reparler du masque. Alors, à l'origine du monde, justement, il y avait ces 4 muses, Orphelle, Ciselle, Stance, Nuance, qui étaient finalement des incarnations des arts à l'état pur. Et elles se sont installées dans un monde qui leur a plu, l'art-monde, et y ont développé toute une faune, toute une flore.
à leur image, quelque chose donc de très poétique, de très esthétique. Et puis, comme c'est souvent le cas quand on a des confrontations d'êtres de beauté pure, elles ont essayé d'atteindre une certaine perfection. Et elles ont décidé de fusionner pour créer une nouvelle entité. Nouvelle entité. Sauf qu'elles se sont foirées. Oh non, au contraire. On voit ça comme on veut. En fait, elles ont généré un autre être. Elles sont restées, elles, telles quelles, et elles ont généré le masque. Qui se dit que tant qu'à faire, quitte à avoir un monde aussi intéressant sous la main, autant essayer de s'en rendre maître. Donc il a décidé d'en faire le théâtre de ses agissements. Et pour ça, il a commencé à créer diverses entités, notamment Diurne et Nox, qui étaient respectivement le jour et la nuit. Finalement, les muses se sont dit « Waouh, Diurne, c'est un super concept. Le jour, c'est lumineux, ça éclaire la création. C'est plutôt quelque chose de sympathique. » Par contre, Nox, elles ont commencé à s'inquiéter, puisque Nox, c'était l'obscurité. En plus, Nox a commencé à se glisser un petit peu dans tous les recoins de l'art monde et à napper d'ombre l'ensemble du monde. Donc pour les muses, c'était un petit peu inquiétant. Pour être sûr de bien continuer à contrôler tout ça, les muses ont créé une sorte d'arbitre. Elles ont créé Janus, qui est devenu, d'une certaine façon, un grand maître de l'art monde. Ouais, un grand ordonnateur. Un grand ordonnateur, c'est ça. Un régulateur. Et en bon ordonnateur, il a commencé à décider qu'on découperait finalement l'année en différentes périodes. Et ça a donné notamment naissance à différentes saisons. Pendant ce temps-là, le masque s'est dit « C'est super, j'ai une alternance de jour et de nuit pour créer mon drame, mais il me manque quand même un acteur principal. » C'est là qu'il a créé l'homme. En se disant « Avec un peu de chance, je vais pouvoir lui insuffler mes idées plus ou moins saines et malsaines et puis en faire quelque chose d'amusant. » Pour qu'il puisse jouer ma comédie. Voilà, c'est ça. De leur côté, les saisons ont décidé de générer un peu d'elles-mêmes un certain nombre d'entités qui étaient plus ou moins humanoïdes. On a vu notamment apparaître des lutins, des farfadets, des satyres, des ogres, des minotaures, des géants, et puis des morganes, des fées noires, etc. Donc finalement des êtres qui sont relativement classiques pour la plupart des univers de fantasy. Oh, pop, pas du tout, au contraire. Alors là, je t'arrête tout de suite. Ah non, c'est pas classique du tout. Ces archétypes ne sont pas des classiques de la fantasy. Alors, je dis pas que ça en reprend. Où sont les elfes ? Ouais. Ben non. Ouais. Ah non, justement, c'est un des gros trucs qui m'avait plu dans Aragorn. Mais bon, c'est pas le débat tout de suite, mais voilà, moi je te laisserai pas dire ça. Je trouve que c'est pas du tout classique. Le Minotaure comme archétype de fantasy, c'est pas évident. Justement. D'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est très original. Après, il y avait une façon aussi de reprendre une certaine, certains canons avec le côté humanoïde transformé. Mais plus inspiré de l'Antiquité que des œuvres de Tolkien, si peut-être. Tu veux. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. C'est vrai, c'est possible. Plus mythologique peut-être que fantasy. Mais continue, c'est passionnant. Avec ces différentes races, forcément, il y a un moment, ça s'est mal passé. Je vais passer assez vite sur les différentes guerres parce que on se bat, ça se restabilise. L'essentiel, c'est surtout dans tout ça que le masque continue à mener ses petites intrigues. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que chacune de ces races dont Emmanuel nous a parlé est finalement affiliée à une saison. Et donc les motifs de différentes les luttes intestines qui vont agir entre les races, c'est souvent lié à une saison qu'on défend. On se bat pour l'été, on se bat pour le printemps, on se bat pour l'automne, on se bat pour l'hiver et pour tout ce qui en découle. Voilà. D'accord. C'était une question que je voulais poser. C'est genre les farfadets ou les minotaures. On sait quelle saison les oui, chacun est affilié à une saison. Je rentre pas dans le détail, ils ont pour la plupart un grand attachement à leur saison d'origine. Donc c'est ce qui a pu générer des conflits. L'important là-dedans, c'est que les muses se sont rendues compte à un moment que le masque continuait ses magouilles et pouvait aller potentiellement très très loin.
Et elles ont décidé de générer un concept qui serait un concept extrêmement lumineux, qui était celui de l'inspiration. Donc, ça veut dire que dans ce monde-là, on se retrouve avec une capacité à illuminer l'art-monde, à faire de la magie, etc., que tous les êtres en sont dotés, et qu'ils vont donc pouvoir pratiquer les arts, pratiquer la magie, vraiment dans l'esprit des muses. Finalement, voilà, pour protéger les humains du masque, les muses sont descendues en eux à travers l'inspiration pour les inspirer. Elles se sont un peu incarnées en eux, elles ont donné une partie d'elles-mêmes aux hommes de façon à les protéger de la perfidie du masque et de sa comédie. Voilà. Ouais, alors, ça donne la flamboyance, une période de l'art-monde dans laquelle les humains, tous inspirés, créent des œuvres plus sublimes les unes que les autres. Avec une entité, un élément central qui était le centre-esprit, d'où provenait toute cette inspiration. Les flammes étaient distribuées par le centre-esprit à chaque être humain. Voilà. Et donc, c'était notamment des éléments qui étaient sous la protection de Janus. C'est quand même important, puisqu'il a continué à arbitrer à ce moment-là. Jusqu'au moment où le masque il remet son petit grain de sel, évidemment. C'est là que ça devient bien. Et il s'adresse à une des dames des saisons, il s'adresse à l'automne, pour lui dire, écoute, si on travaillait ensemble, peut-être que tu pourrais reprendre plus de place dans l'année et prendre plus de place sur le monde. Et l'automne s'est laissé corrompre comme ça, et elle est allée voiler le centre-esprit. Donc à ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les flammes qui étaient distribuées sur le monde n'avaient plus d'endroit où repartir quand les êtres mouraient. Et donc il y avait un risque de perdre toute cette inspiration. Ces flammes-là, elles ont donné diverses entités. Elles ont donné pour certains des génies. Qui étaient finalement désinspirés, arrivés à un degré d'inspiration, parfait. Parfait, ouais. Ils se sont sublimés, ils ont sublimé leur art à l'intérieur de leur incarnation humaine. Et elles ont donné aussi, et ça c'est très important, les danseurs. Des petites entités, grandes d'une vingtaine de centimètres, quelque chose comme ça, de forme humanoïde, et qui étaient finalement de la flamme pure, capables de faire de la magie. Les flammes, incapables de se réincarner dans des nouveaux corps, ont décidé elles-mêmes de prendre corps humain finalement et de s'incarner sous des petits êtres de la taille de la chope de bière, là, à peu près, posés sur la table. Ce qui sous-entend qu'à la cellule, on boit des grosses chopes de bière. Peut-être de révéler un secret sur les préparations de tes podcasts. J'aime bien comment mêler Agon et la bière. Il y a des nains dans Agon, on a le droit. On a le droit. C'est ça, oui, mais c'est pas des nains qui picolent. Donc, alors, encore une fois, à ce moment-là, Janus a dû intervenir de façon à essayer de sauver l'inspiration, tout simplement. Absolument. Et il a créé ce qu'on a appelé le Conseil des Décans, c'est-à-dire que tout un groupe de Saisonins se sont mis à récupérer les flammes qui étaient perdues, de façon à les retransmettre à un petit groupe d'humains et de Saisonins élus, qui devenaient donc des inspirés. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que... Pardon, excuse-moi, je t'attends. Non, ce qu'il faut bien comprendre à ce moment-là, c'est qu'en fait, on avait un nombre de plus en plus réduit de flammes, qui étaient donc extrêmement précieuses, et que à partir de ce moment où on crée le Conseil des Décans, on a essayé d'entretenir ce nombre d'inspirés, et qu'à chaque fois qu'un inspiré meurt, le Conseil des Décans récupère la flamme pour la donner à un autre. On est à ce moment-là dans une dynamique où il y aura plus de création de nouvelles flammes et que petit à petit elles vont probablement disparaître parce que de temps en temps il y a une mort violente, qu'on n'arrive pas à récupérer la flamme et que donc c'est une flamme qui s'éteint, c'est un inspiré de moins dans l'art-monde. Et donc petit à petit le masque est en train de grignoter l'art-monde et de grignoter et le crépuscule envahit l'art-monde, d'où le nom de royaume crépusculaire. C'est parce que nous sommes à une époque où les humains continuent de se reproduire, mais il n'y a plus assez de flammes pour tous, et donc seuls quelques-uns sont inspirés
par les flammes récupérées par le Conseil des Décans, tandis que se multiplient sur la terre, sur l'Armonde, les ternes Ceux qui n'ont pas la finissent flamme. par engendrer le crépuscule du monde. Vous êtes les derniers inspirés autour de cette table et votre rôle est de restaurer les vestiges de la flamboyance, De réinsuffler la beauté dans le réinsuffler monde la beauté dans le monde. et de lutter contre le masque et ses spires. Si ça, c'est pas un putain de pitch de ouf, quoi. Je sais pas ce qu'il vous faut, quoi. Et je vois pas de sourire, là. Je vois des gens qui Non, sont mais abattus. je on a tous pense Vous êtes des inspirés, bordel. Mais Levez les micros, Mais- réveillez-vous. Mec, on joue à Sens, on a l'habitude. C'est bon, ok. Je vais le sauver, ton monde, c'est bon. Ah là là. Alors ouais, on va essayer de le sauver. Après, voilà, il faut bien comprendre que selon les visions, finalement, dans Agon, on a quelque chose d'assez désespéré et C'est un drame. c'est un drame. C'est vraiment un drame j'en ai qui marre se d'essayer de joue sauver là. des mondes qui sont voués à échec, quoi. On joue à Sens aussi, hein. Voilà. Alors, que dire de plus là-dessus? Eh ben, vous allez pouvoir jouer les saisonniers, vous allez pouvoir jouer les humains, donc qui sont inspirés. Et on présente Le système pas de jeu, forcément. Alors système, c'est un système carac, très classique. plus compétences, quelque chose de tout à fait normal. Très bien. Voilà, avec des règles pour la magie évidemment. Mais ce qui compte le plus, bien, c'est la couleur de l'univers. C'est pour ça que C'est pour on ça avait, qu'on- en préparation du podcast, Ouais. on avait dit avec Emmanuel qu'on essaierait vraiment de présenter l'intégralité De du passer background un peu de temps métaphysique dessus, d'Agon. Voilà. Bien, je vous propose de jouer. est-ce que vous êtes prêts? On joue là, c'est sérieux. Restaurer la flamboyance. Allez, c'est parti. Burn. Fin de la partie de Agon. Les joueurs se réinstallent. Ils viennent juste de finir la partie. Ils viendra sont après. un peu foufou. Bon. Manu, Ça va aller. ça s'est passé comment? Alors, ça s'est passé comment? Je sais pas, ça s'est bien passé. Il n'y a pas de mort, en tout cas dans les joueurs. Bon, il n'y en a pas eu dans les persos non plus. Mais bon, c'est déjà le premier constat. Moi, je vérifie que Petite tout le monde a déception. tous ses abattis. Hein. Moi, je suis à peu près entière aussi. Tout va bien. D'accord. Alors, il faut dire, pour bien comprendre déjà comment on a joué, qu'on est parti sur des pré-tirés assez... Enfin, pas tout à fait complets, au sens où... donc déjà, c'était des fiches relativement simplifiées que j'ai D'accord. utilisées, celles que j'ai utilisées en convention, en fait. Pour les one-shots. Voilà, pour les one-shots. J'ai laissé la liberté aux joueurs de choisir leur sort. Donc D'accord. tout ce qui concernait la magie. Et puis une certaine liberté aussi pour gérer les caractères des personnages et tout. Il y en a peut-être qui voudront rebondir là-dessus. Il y en a peut-être qui ont eu un peu plus de mal que d'autres à se couler dans le personnage. Bon, c'est un peu le problème des pré-tirés. Je pense qu'on va en reparler. Au niveau de la partie du scénario, donc j'ai calqué légèrement sur le scénar de la base. Le scénario proposé dans la base. Par contre, et ça je pense c'est important à préciser aussi, parce que Agon a énormément de pistes d'exploration possibles. Je suis partie sur de l'exploration de la ténèbre. J'ai laissé de côté la perfidie. Je pense qu'on en reparlera aussi, mais pour moi, la perfidie pour un scénar de découverte, c'est pas forcément... Voilà, t'es parti dans le deux. Il y a deux meilleur, pistes. La découverte et découverte d'un élément particulier de l'univers Voilà. qui est celui C'est de la ça. ténèbre. C'est Très bien. ça. Alors, est-ce qu'on peut faire un rapide tour de table pour présenter peut-être les personnages déjà? Alors, je crois qu'on ne peut pas ne pas commencer ce podcast par le Ouais. personnage mythique de cette partie d'Agon. J'ai noté le personnage de Maxime. Maxime. Non, les autres sont tout aussi importants, faut arrêter le délire. Juste, j'avais évidemment un perso qui me correspond tout à fait. C'est vrai. Dans quelle mesure? Une belle mesure. Donc, il Est-ce s'agissait que Morgane a du souci à se faire? d'un satyre. Évidemment, un satyre. Au début, c'était Jérôme qui s'était jeté dessus, donc moi j'étais là, oh, j'ai peut-être joué un nain, un humain, et puis finalement, vu qu'il a eu l'opportunité de la méduse, il me l'a laissé. Donc moi, évidemment, je me suis jeté sur ce magnifique satyre. Évidemment, un satyre dans cet univers, spécialisé dans la séduction, qui brille en société, qui aime bien les intrigues, les potins, et qui surtout aime bien faire profiter de son magnifique Attribut. attribut. Voilà, disons simplement que
Tu aimes le sexe. Voilà, c'était voilà, il aime le sexe, mais j'ai considères préféré comme ne pas le vertu. faire comme un je préfère pas le jouer comme un super cutter plus, un gros séducteur Ouais. et qui fait fantasmer un peu tout le Et monde. tu le jouais qui est, très bien. Voilà, et qui est très très libre, voilà, très libre dans le sens il a beaucoup d'amour à donner à tout ça le dérange pas de donner de l'amour à tout le monde, pas d'attache. En même temps, c'est pas un Don Juan non plus parce qu'il voilà. largue pas ses. Non, Voilà, il aime tout le monde voilà, vraiment. pour moi je le joue vraiment comme j'aime vraiment les gens. C'est l'amour, l'amour libre, libre, pardon. voilà. Ouais. Et alors, je précise que Emmanuel. cet aspect sexe pour le satire, c'est pas seulement un cliché du joueur qui se dit « Oh tiens, ça tire. » Ça fait aussi partie des caractéristiques de race qui est Oui, de tout à dire fait, qu'ils hein. sont Ouais, tout à fait non, non. reconnus pour ces capacités-là. Absolument, De la même voilà. façon que d'autres sont reconnus pour d'autres capacités. Et du coup, j'avais deux capacités. Je savais jouer de la harpe et j'avais la geste aussi. Et évidemment, du coup, pour la harpe, j'ai pris les capacités d'embellir les œuvres des autres et même les autres, l'apaisement pour calmer les gens et l'âme sœur pour lire dans l'âme des gens. Quoi. Tirer les autres vers Oui, le haut. voilà, exactement. Yosei, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage? Passe le micro à Yosei, Max, s'il te plaît. Merci. Moi, j'ai joué un classique humain. Il était défini par des caractères qui me convenaient pas, donc je l'ai un peu joué à ma sauce. Après, je sais pas, je sais pas trop quoi en dire parce qu'en même temps, je me suis éclatée à le jouer et en même temps, Alors, il n'a pas de caractéristiques. Il a la flamme, cet humain. Quels sont ses pouvoirs d'inspiration? Quelles sont Alors, ses aptitudes? Moi, j'avais donc le choix entre une liste de sorts. J'ai choisi de voir à travers les murs, d'altérer l'apparence, donc de pouvoir Une liste de sorts. Donc déjà, tu étais un magicien, Oui, pas j'étais un n'importe quel magicien. humain. Oui, pardon, c'est vrai. Tu es un magicien et Qui fait faisait partie de l'emprise, donc avec des Donc, danseurs. Jorniste, éclipsiste, Éclipsiste. obscurantiste. On rappelle, les jornistes, ce sont ceux qui aiment leurs danseurs d'amour, qui leur font du bien pour produire des étincelles. Les éclipsistes, c'est l'amour libre, au sens du satire de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils laissent la flamme, enfin le danseur libre, et c'est ainsi qu'ils produisent des étincelles, parce qu'ils considèrent qu'aimer, c'est laisser l'autre libre. Et pour finir, l'obscurantiste, qui lui considère que l'amour, c'est la passion, au sens de la souffrance, la friction des sentiments, et la chaleur que provoque, on va dire, le conflit, la douleur, la peine dans l'amour, etc. Alors, il y a déjà un conflit de point de vue ici, au sens où je pense que c'est effectivement comme ça que le vivent les inspirés. Par contre, c'est vrai que la présentation du cryptogramme magicien, donc qui est l'ordre des mages, est beaucoup plus pragmatique que ça, au sens où ils vont considérer que donc effectivement il y a un lien empathique au niveau journiste, ça c'est indéniable. Par contre, au niveau éclipsiste, plutôt qu'un amour libre, c'est une utilisation d'outils en fait, un peu de la même façon que voilà, on utilise un animal pour le cryptogramme, et c'est vu très fine, très intelligente, effectivement, et très terne. Mais en même temps, c'est aussi une des problématiques du jeu, je pense, de faire comprendre que les inspirés n'ont pas du tout la même vision du monde que les ternes et que tout sous leur regard se transforme en quelque chose de différent. Et donc, quelque part, des comportements de ternes qui leur paraissent à eux inacceptables, peuvent pas non plus être punis, puisque pour les ternes, c'est normal. Tout à fait. Mais du coup, on en parlait avec Natacha, justement, pendant une petite pause. On disait, ce personnage-là, en tout cas en one-shot, a été un petit peu dur à jouer pour moi, parce qu'il était toujours au milieu, on va dire, de tout. Et finalement, quelque chose de neutre, c'est pas si facile à jouer que ça, parce qu'on va sauf en l'incarnant en leader. D'ailleurs, Yosei, je tiens à dire que dans la partie, tu as été très souvent leader, moteur. Tu réunissais les gens, tu disais ce qu'on allait faire, tu émettais les théories. Au final, tu dis j'étais neutre. Non, tu étais leader en fait. C'était toi le chef. S'il avait fallu nommer un chef de la compagnie, c'est toi qui étais élu et haut la main. Donc c'est cool quand même. Enfin, je veux dire, attention, tu avais un rôle de pivot en fait. Ouais, et je pense que tu avais vraiment un rôle qui aurait gagné en profondeur en campagne. Absolument. Alors que moi, j'avais l'inverse. Oui. J'avais clairement le perso à one shot. Voilà. Celui où tu te lâches, et clairement en campagne, ça aurait été hyper redondant au bout d'un moment. Et tu te lâches et tu te lasses. Voilà, et je pense que tu te lasses très vite. C'est pour ça que j'ai choisi ce perso aussi. Mais c'est pour ça que je disais en one shot, il n'était pas trop évident à jouer, parce que je m'en suis pas rendu compte, mais j'avais un peu du mal à trouver ma place, du coup, bizarrement.
Et c'est vrai que peut-être l'organisation m'est venue dans le sens où, comme mon personnage n'avait pas vraiment de spécificité, on va dire, d'un côté ou d'un autre, niveau pouvoir ou ce genre de choses, il fallait bien que je trouve une utilité. Donc, Tu crois que Seyar, il sert à quelque chose dans Saint Seiya? Il sert à rien. Mais c'est le chef. C'est ça. Et c'est celui qui aime la princesse à la fin. Disons que c'est celui qu'on suit, en tout cas. Exactement. Donc voilà. Shadow, peux-tu nous présenter ton personnage? Alors, non. Je le ferai en dernier. Mais il y a une raison à ça. Très bien. Alors, Natacha. Donc, je jouais une fée noire, avec en mousse, si on considère la constitution, on va dire. Mais par contre, très 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 douée en magie. Du coup, moi j'avais donc j'étais plutôt j'avais 2 arts magiques, la corde et la cise. Je maîtrisais 2 instruments, la harpe et la flûte. Et en plus, j'étais jorniste, donc j'avais aussi un danseur. C'est le perso qui fait tout, quoi. Autant Yosei ne fait rien, tu vois. Mais alors toi, tu fais tout, quoi. T'es là. Voilà. Et donc, du coup, je sais pas. Mais par contre, attention, socialement, la fée noire a des handicaps. C'est-à-dire, en fait, c'est très bien. On sent que tu es un rat de bibliothèque dans cette partie. C'est exactement ça, parce que en plus, j'étais bibliothécaire. Tu sais tout faire. Oui, mais tu sais tout faire. Tu as appris dans les livres, si j'ose dire. Et dehors, il y a un monde extérieur avec des humains qui sont plus grands que toi, qui ont plus de pouvoir que toi, etc. Et c'est tout l'intérêt de ce personnage. D'ailleurs, mon premier réflexe, quand on a découvert un truc qu'on connaissait pas, attendez, je vais chercher le livre à la bibliothèque. Il y a un mécanisme, mais on en reviendra peut-être avec le perso de Shadow, de protection, d'ailleurs, qui s'est mis en place inter-PJ. Et c'est pas la première fois que je le vois, je trouve ça assez rigolo comme fonctionnement spontané. On en reparlera quand on présentera le personnage. Jérôme, la méduse. Ouais, j'ai récupéré la méduse dont Yosei n'a pas voulu finalement. Donc Dame Hera, une méduse antiquaire qui est un personnage assez équilibré sur le papier, hein. Vraiment très équilibré, donc avec ses cheveux en serpent, hein, qui envoyaient un venin acide. J'utilisais la flûte et la geste, moi aussi. La geste qui est la poésie dans le monde d'Agon. Tout à fait. Et qui nous permet donc de faire de la magie, quoi. On appelle ça de la magie ou ça porte un autre nom? C'est un art magique. Un art magique. Ouais, okay. Tout à fait. Shadow, l'ultime. Alors, moi j'ai pris en main Fractal, comme dirait le satire. Donc c'est un minotaure. Donc un minotaure. Alors pourquoi je voulais en parler en dernier? Parce que déjà il correspond tout à fait à ce qu'on peut imaginer d'un minotaure, c'est-à-dire il fait de la poésie, de la couture. Bien évidemment que non, il a une énorme masse à 2 mains et voilà. Alors donc voilà, je lis ma fiche de personnage, je suis tout content, il est très très fort, très très grand, il est colossal. Voilà donc ok. Tous les autres joueurs font le tour de leur personnage, récupèrent leur liste de sorts, récupèrent leur danseur, et puis là je me dis mais je suis censé jouer un inspiré, et moi j'ai pas de sort, moi j'ai pas de danseur. En fait la seule chose que je sais faire c'est mettre des coups de marteau, quoi. Ouais. Mais tu le fais avec inspiration. Et voilà. Tu sais où donner les coups. N'avais pas saisi tout de suite, donc je me plains, c'est pas normal, moi je sais mettre que des pains, et puis en discutant un petit peu, on s'aperçoit que l'inspiration ne se manifeste pas forcément par des sorts, de la magie, des choses comme ça, mais peut très bien être une sorte d'inspiration martiale. Mais je suppose que le combat est aussi un art, en fait. Oui, tout à fait. Et puis après, il y a aussi une autre façon de le jouer, parce que justement, je jouais mon personnage dans la découverte de ces arts-là. C'est-à-dire que j'essayais de faire de la poésie, ça tombait à plat. J'essayais de faire de la peinture, c'était... voilà, on reviendra dessus peut-être. Mais du coup, il y a une exploration quand même de ce qu'est l'inspiration, de ce qu'est la flamme, mais d'un autre moyen, qui ne saute pas aux yeux tout de suite. Ouais. Voilà. Par peut-être justement le conflit, la guerre, l'imposition. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Voilà. C'est pas parce qu'on est bas du front, qu'on n'est pas forcément intelligent, qu'on n'est pas un inspiré. Et je veux citer un exemple. Forrest Gump. Forrest Gump est l'histoire d'un inspiré qui n'est pas spécialement intelligent. C'est ça l'histoire de Forrest Gump. Dans un autre registre aussi, Édouard Romain d'Argent. Oui, absolument. Ouais, tout à fait. Dans un autre style graphique aussi, si j'ose dire. Donc, on voit déjà en faisant... Ah, pardon, excuse-moi, Shadow.
Non, on me fait remarquer, et à juste titre, que le Minotaur, du coup, colle bien, va bien dans le groupe, dans le sens où avec le satyre, du coup, tout de suite, on a trouvé un échange dans le sens où lui, il a plein d'aventures, etc. Et je sais plus si on l'a précisé, mais le Minotaure, lui, il n'y a que des mâles et en fait, ils se reproduisent d'une façon assez compliquée. Disons donc, du que coup, il vivait par procuration, ces histoires d'amour via le satyre. Et puis, il permet aussi de porter la fée noire sur son épaule, puisqu'elle est toute petite et que lui, il est colossal, quoi. C'est bien précisé. Je ne sais pas si c'est justement le fait que je lui ai pas mis d'art magique ni d'emprise, tout en laissant quand même la possibilité. J'ai dit si vraiment tu es mal à l'aise avec ça, on met un peu de décorum. Et ça nous a permis d'échanger et de trouver un intérêt au personnage. Mais moi, sur les one-shots que j'ai fait avec ces pré-tirés-là, c'est typiquement celui qui a eu la plus grande variété et la plus grande exploration justement de toutes les palettes de signification de l'inspiration. Donc ça fait des persos qui sont quand même très intéressants et qui, à mon avis, sur de la campagne, même si pour le coup, par contre, j'ai jamais eu un Minotaure joué en campagne très longtemps, en fait. Les joueurs, je sais pas comment toi. Moi, j'ai vu des Minotaures jouer très très longtemps en campagne. Et ce qui est génial, c'est que ils ont toujours une destinée très très sombre. Et ils vont toujours être finalement attirés très souvent par la ténèbre. Leur problématique, c'est plus la ténèbre que la perfidie. Et c'est des persos qui sont très 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 intéressants. Parce qu'ils sont aussi indispensables que dangereux. J'ai tendance à penser que les Minotaures sont des armes à double tranchant dans une team de PJ. Et ils ont un destin particulier. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail. Parce que justement, derrière le côté bas du front, il y a derrière le Minotaure l'espoir d'être reconnu par ses pairs, de devenir un gardien du monde. Mais un géant de pierre, de terre, solide et tout ça. Mais il y a aussi une grande fragilité. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que c'est des personnages, des géants au pied d'argile, les Minotaures. Et donc, du coup, sur le long terme, ce sont des personnages qui sont très attachants, très intéressants. Très, très intéressants. Vraiment passionnants. Mais du coup, simplement, même sur le court terme, parce que c'était un peu notre mascotte, notre Minotaure, il essayait un peu tout avec des manières un peu enfantines. Enfin, on s'y est vraiment attaché, je trouve, à ce personnage. Mais mascotte avec de la profondeur. C'est pas du comic relief, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment on sent vraiment l'aspect touchant derrière. Et au final, c'est aussi celui qui a le plus vite progressé dans l'enquête presque qu'on a menée sur le scénar. Enfin, je veux dire que la stratégie pied dans le plat fonctionne pas si mal. Oui, c'est vrai que ça nous aidait parfois quand on tournait autour du pot. Un autre point essentiel sur les Minotaures que j'ai oublié de dire, c'est que souvent on les considère comme bas du front parce que tête de vache, parce que etc. On les insulte. On va méfiez-vous. Les Minotaures, ils ont aussi une très grosse tête et qui peut contenir un très 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 gros cerveau. Donc, Shadow l'a très bien joué. C'est pas. Voilà. On sentait que derrière ça, les engrenages marchaient. Il y a quelques moments où tu as des phrases qui, en apparence, veulent pas dire grand chose et qui, dans le fond, quand tu fais. Ouais. Qui créent un silence autour de la table, genre, ok, d'accord. C'est ça. C'est des personnages qui ont un contraste entre leur apparence et leur capacité réelle. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Après, ça peut aussi être des gros bourrins, on va pas se mentir, hein. Mais voilà. Déjà, ce qu'on peut noter rapidement à la création des personnages, c'est déjà les couleurs. Vous vous rendez compte déjà de la puissance évocatrice de vos personnages et la manière dont ces personnages vont jouer les rôles de couleurs en termes de créativité, de création. Chacun d'entre vous a des aptitudes physiques différentes, des tailles différentes, des capacités. Tout est différent. Vous êtes tous uniques. C'est ce qui fait de vous des inspirés d'ailleurs. Avec un gros passif pour chacun que j'ai pas forcément eu le temps de développer pour tout le monde. On a essayé de faire court, ça restait un one shot, mais bon, si imaginez toute la richesse qu'il peut y avoir derrière en campagne. Quoi. Si tu veux travailler sur la ténèbre, très souvent, il faudra que l'histoire des personnages soit derrière eux. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que la ténèbre, c'est le lourd passé que l'on traîne, c'est son ombre qui s'agrandit au fur et à mesure que les événements se font. Moi, j'aurais bien apprécié d'avoir un passif parce que c'était dur. Malgré toute cette couleur, j'ai pas du tout réussi à générer m'intégrer dans le personnage. Comment tu l'expliques ? Déjà peut-être effectivement un manque d'historique pour le pré-tiré, parce que un manque d'historique, mais c'est aussi couplé à un autre problème, c'est la fiche de perso Pôle emploi.
Oui. Qui me dit voilà, je sais faire ça, j'ai bac plus 7 en serpent, bac plus 5 en esquive, j'ai pas de bac, j'ai mon BEP chasse, enfin voilà. Voilà, et au final, bon, je sais ce que je sais faire, mais moi ça. Alors oui, je sais ce que je peux faire, mais ça ne m'aide absolument pas à savoir comment faire des trucs cool. Et tu sais pas pourquoi tu les sais, tu sais pas ce qui a mené ton perso à faire ces choses-là, quels sont les schémas qu'il peut développer. Oui, ce qui m'a poussé à faire ces choix, effectivement. Ouais. Typiquement, on sait que t'étais pas dans ton pays d'origine, ça aurait pu être un passif intéressant, par exemple. Voilà, qu'est-ce que tu faisais à cette cour voilà, c'était un peu. C'est l'aspect one shot. On reproche pas Emmanuel, hein, évidemment, mais c'est le fait que bon bah voilà, vous êtes tous ensemble, vous êtes dans cette cour. C'est parti, on lance le scénar. Ok. À la décharge d'Emmanuel, Agone, c'est un jeu qui nécessite vraiment de faire un scénar solo avec chaque personnage. Et vous étiez vraiment dans la démarche, comme on a commencé assez tard, faut être honnête, on a commencé, il était 21h. 23h Non. Non, 21h. La création de perso, enfin la finalisation des persos, 21h, le scénar a finalement commencé à 23h. Et donc du coup, voilà, vous étiez dans une problématique de allez-y, faut qu'on avance. Ouais. Donc ça, c'est compliqué. Mais ceci dit, Jérôme, je suis d'accord avec toi. On sent tout de suite quand on rentre dans Agone que le système n'est pas fait pour mettre en valeur tout ce qui fait la richesse de cet univers. Je suis d'accord avec toi. Et là, voilà, on peut parler de l'affiche si tu veux. Alors, je sais pas, on peut juste pour revenir sur mon problème particulier, on peut aussi coupler ça avec le fait que la Méduse est peut-être pas le personnage le plus évident à jouer. Je sais pas. Moi, je sais qu'à la description, je m'étais un peu jetée dessus parce qu'il y a ce côté classe, ce côté vachement attirant. Et effectivement, j'ai passé 2 minutes avec la fiche de personnage entre les mains et je la repose et je me sentais pas de le faire. Je peux la regarder, Jérôme, parce que je comprends pas vraiment ce que vous dites. Elle a ni danse, elle a de l'art, mais elle a pas de danseur en plus. Enfin... Pas de danseur, effectivement. Alors, il y a un truc que je peux préciser aussi, peut-être en me référant directement au bouquin, parce que ça, je pense que c'est très bien dit. Hein. Il y a toute une partie dans le bouquin pour expliquer ce que doit faire le MJ quand il fait une partie d'Agone et à quoi peut ressembler une partie d'Agone. Et notamment, il y a un chapitre qui s'appelle Différentes façons de jouer à Agone. Et donc il y a des propositions, il y a le nom de la rose, ambiance d'intrigue et de mystère, côté haute instance du royaume, cryptogramme magicien, etc. Il y a l'aspect appel de Cthulhu, donc là, investigateur, un peu moins subtil, plus d'occulte, etc. Le côté voyage et quête. Bon, c'est pas la peine que je détaille. L'aspect étude de la magie, et puis derrière, ça peut mener à la recherche de, les génies, l'histoire, la flamboyance, etc. Et ça, c'est comme ça que tout le monde joue, en fait. Hein. Non, pas seulement. Je sais pas. Moi, j'ai jamais rencontré une table dans laquelle. Alors, si, il y a un autre mode de jeu que j'ai rencontré, c'est le mode de jeu en baronnie. Où les gens et c'est le dernier, c'est la gestion du domaine. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est les 2 modes de jeu. J'ai jamais vu quelqu'un faire du Cthulhu avec Agone. Alors moi, j'ai jamais fait du Cthulhu. Par contre, j'ai fait sans problème du nom de la rose, le côté intrigue. Ah oui, mais pour moi, ça va avec. Ouais. Répète le. Ça va avec gestion du domaine ou l'étude de la magie. Oui, oui. Complètement. Oui, je vois ce que tu veux généralement, dire, quand tu es dans le nom de la rose, Guillaume des Baskerville, tu t'imagines pas, un gros guerrier. Tu t'imagines le cryptogramme magicien, faut être clair. Dans le nom de la rose, l'ambiance, c'est cryptogramme magicien, donc on recoupe. On recoupe l'aspect magique. C'est pas une critique, hein. Moi j'y vois pas de problème à ce qu'on fasse ça, mais je vois pas de différence entre le scénario qu'on a fait et un scénario de Cthulhu. Alors, typiquement, le scénario que vous avez fait, je peux peut-être en dire 2 mots, même si j'ai pas envie qu'on raconte le détail de ce qui s'est passé. Rapidement dans la fiction. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est donc je vous ai lancé. Oui, quand même la fiction. Alors ça. Ça a d'ailleurs démarré avec un léger conflit. Je parle pas. Non. Il faut dire comment ce scénario a commencé. C'est très important parce que ça dit long sur ta manière de maîtriser le jeu, Emmanuel. Je te jure, il faut le dire. Tu trouves ? Oui, c'est très important. D'accord. Ça veut dire que tu laisses beaucoup de liberté aux joueurs. Dis comment ça a commencé. Okay. J'ai trouvé ça très intéressant justement. C'est probablement un point très intéressant. Donc je leur ai présenté j'ai posé le setting. Hein. Vous êtes dans une baronnie, vous y êtes depuis longtemps, on vous y connaît, et le fils du baron va se marier avec une fille de baron voisin.
Il y a donc 2-3 jours de festivités prévus où on vous a demandé plus ou moins d'être quand même présent puisque vous êtes des personnalités importantes du domaine et puis éventuellement de vérifier que tout se passe bien puisque le baron sait très bien que vous généralement vous êtes au taquet quand il y a des soucis. Donc là je vous ai clairement installé dans un setting où vous êtes, même si je vous ai pas précisé des charges et puis qu'est-ce que ça mettait en jeu, ce qu'on ferait si on était sur de la campagne. Voilà, je vous ai installé dans un domaine où vous êtes chez vous. Et donc, j'ai commencé en disant, voilà, premier jour des festivités, qu'est-ce qui se passe ? Quel était notre rôle aussi à la cour tout de suite ? J'ai demandé quel était votre rôle à la cour aussi. Vous m'avez tous... C'est le moment où vous avez choisi plus ou moins vos métiers. Et donc, début de scénar, voilà, premier jour, est-ce que vous avez des envies, est-ce que vous avez des occupations particulières ? Et là, Maxime me dit, moi, j'aimerais bien avoir passé la nuit avec Non, c'est justement, ça c'est pas Pas du tout comme ça que ça c'est s'est encore passé. pire. J'ai commencé par, commencé sans te demander, j'ai dit, je me réveille à côté du baron le matin après C'est une nuit vrai. d'amour. C'est Je t'ai ça. pas demandé ton avis, c'était le Exactement. jeune baron, hein, Et pas toi, le je vieux. pense que tu t'attendais pas à ce que Emmanuel elle accepte cette proposition. Je dirais 50-50. Ah d'accord, ok. Et du coup, Emmanuel, t'as cache rebondi sur le truc en disant ouais, c'est ça, c'est le cas. Autant c'était du 50-50 pour moi aussi. Autant c'était intéressant et autant c'était casse-gueule parce que c'était un de mes PNJ phares, puisqu'il ça s'est trop avéré classe. qu'il était en plein dans le complot, quoi. Trop Ouais, mais classe. ça a lancé le scénar direct du coup. Ouais, C'était énorme. Du coup, c'était intéressant et ça T'es a fait dedans un tout de fil suite rouge. et ça posait tout de suite les personnages de Maxime. Donc voilà, Voir ça a Maxime été avec son très petit intéressant. sourire en train de lever ses sourcils, là, voilà comme il le fait en faisant. Alors, il paraît que tu te maries dans 3 jours. Ne dis rien. Le doigt sur les lèvres, ne dis plus un mot. Donc voilà, en fait j'ai lancé le scénario et là on pourra en reparler aussi. J'ai lancé le scénario sur le principe de vous savez qu'il va y avoir une école de magie montée à un moment ou un autre, donc ça c'était le background plus large. Et notamment en fait ils se rendent compte petit à petit qu'il y a une invasion d'obscurantistes dans le coin. Donc l'idée c'était de dire potentiellement ce serait une école à dominante obscurantiste. Ce qui en soi est pas forcément un problème en Urguement dans le royaume où on joue parce que voilà, le crypto-magicien est présent avec ses 3 obédiences. Tout à fait. Et par contre, l'intrigue du scénar, c'était clairement que ces obscurantistes n'en étaient pas vraiment. Ils étaient membres d'un clan qui s'appelle le Cercle Écarlate, qui pratique de la conjuration, c'est-à-dire de l'invocation de démons, en utilisant le supplice, la souffrance des danseurs et la magie qui est générée. Donc c'est un croisement de l'obscurantisme et de la démonologie. Tout à fait. Et ce qui me paraissait intéressant avec ce cercle-là, alors moi je construis souvent mes scénars comme ça, soit sur un PNJ qui m'attire l'œil ou sur un cercle, une catégorie qui est attirante. Et là, c'est un cercle qui est au courant de l'existence des inspirés et qui notamment se demande ce que ça pourrait faire de rigolo si on commençait à mélanger les activités du cercle écarlate et l'inspiration. Alors, mon idée aussi là-dedans, c'était de leur faire poser une toute première question qui est faut-il vivre caché, jusqu'à quel point ? Ça a très bien fonctionné parce que j'ai pas du tout posé la question. J'ai pas du tout posé la question. En même temps, j'ai été méchante. J'ai dit les festivités, c'est plein de concours d'art, de force, de chant, de peinture, etc. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ? C'était pas méchant, c'était taquin. Et on a tous sauté dedans. En fait, c'est ça. C'est comme si tu te demandais à une bande d'enfants, là, il y a des gros bonbons partout. Qu'est-ce que vous faites ? On y va. Donc en fait, ils y sont allés, ils ont participé à tous les concours, ils ont fait des actions d'éclat monumentales, ils ont joué de la magie à plein, et donc forcément c'était tout sauf discret. Voilà, c'était aussi une façon en campagne, j'aurais pas laissé les joueurs faire ça, mais en one shot c'était une façon de leur dire attendez, parce qu'à la fin vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes fait griller. Mais je pense qu'en campagne on se serait pas laissé faire non plus. Enfin moi je me serais pas permis de faire ça. Enfin là on a vraiment on a écrit en gros une pancarte lumineuse avec marqué inspiré. Ça clignotait et on l'a montré du doigt, quoi. Pour quelqu'un qui était au courant, c'était exactement ça, effectivement. Enfin, qui se doutait qu'il pouvait y en avoir. Je pense que mon perso en campagne, il aurait eu une vie de feu de forêt. C'est flamboyant, mais pas longtemps, et il serait mort assez vite. Mort. J'en profite pendant que tu expliquais la fiction. Vivien Féasson nous a rejoint. Vivien, ça va la pêche ?
Alors toi, tu es là plutôt en auditeur libre de ce podcast. Interviendra peut-être parce que tu as participé à la création de quelques suppléments d'Agone. Faut pas aller trop loin parce qu'en fait, j'ai fait les playtests du jeu pas en convention, en association, alors que le jeu n'était pas encore sorti. Et je me suis impliqué avec plein d'autres. Il y a eu une énorme communauté créative, foisonnante autour d'Agone avec un site qui s'appelait le Centre Esprit et un chat de l'art monde. Pour moi, c'était un peu les débuts de l'internet, la découverte des communautés, on écrivait des nouvelles, on se critiquait et on se soutenait les uns les autres. Ouais. Il y avait Mathieu Gabory notamment qui regardait ça un petit peu de chapeautait loin. un petit peu tout ça. Chapeautait pas, mais il regardait ça avec intérêt. D'accord. Et ça a fini effectivement par l'écriture d'un supplément officieux qu'on avait appelé les Royaumes crépusculaires. Et ensuite, moi j'avais fini par écrire sur, je crois que c'était l'Atlas ou enfin les Royaumes, qui est le dernier supplément qui n'est jamais sorti. D'accord, du jeu, quoi. Le truc qu'on trouve sur Internet maintenant. C'était en 2003, quelque chose comme ça, du coup. Je sais plus, la mort de Multisim, quoi. En gros. Donc voilà, tu apporteras ton avis de playtesteur sur Agone. On te remercie de t'être réveillé en plein milieu de cette nuit pour venir avec ce podcast. Tout à fait. Non, le podcast est enregistré le lendemain, hein, pas de... Parce que je l'ai plus ou moins sous-entendu tout à l'heure. Je pense que d'ailleurs la qualité du podcast devrait n'en être que meilleure. Voilà, Manu, est-ce que tu voulais finir avec la fiction ? Ouais, alors peut-être soulever un petit point qui nous oppose, et je pense que c'est une des caractéristiques, une grande caractéristique d'Agone, un truc tout con qui est que je me suis rendu compte, je savais. Moi j'ai une vision par exemple qui est de dire que l'obscurantiste n'est pas forcément l'obscurantisme n'est pas forcément compatible avec l'inspiration, puisque la simple possibilité d'envisager de devoir tuer son danseur à un moment, sachant que le danseur est par essence de la flamme, et pour moi incompatible avec la vision de l'inspiré. Romaric. Moi, je suis pas du tout d'accord, parce que pour moi, les obscurantistes ne visent pas nécessairement à tuer les danseurs. Non, seuls mais quelques-uns sont d'entre forcés eux. de l'envisager. Je te rappelle qu'avant de veulent devenir développer. mascar, faut d'abord, on peut d'abord avoir été un inspiré. Donc c'est pas parce que, tu vois ce que je veux dire, c'est tu peux laisser le potentiel pour un obscurantiste de passer à l'ennemi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, par exemple, mon personnage de Stone, qui était le personnage de obscurantiste dont je te parlais hier soir, eh bien, il envisageait clairement, à un moment donné, de passer à l'ennemi, avec des raisons, des arguments, pour des raisons bien particulières, qui sont assez proches finalement de celles qu'on peut trouver dans les Indestructibles. C'est-à-dire que je préfère que personne ne soit inspiré, que, tu vois, c'est dans les Indestructibles, il y a ce méchant qui dit à un moment donné, lorsque tout le monde sera super, plus personne ne le sera. Et l'autre pan de ça, c'est de dire que plus personne ne doit être super, et à nouveau les gens seront sur un pied d'égalité, et finalement un argument assez pour la modernité, pour l'industrie. J'avais vraiment un méchant très badass. Donc t'étais encore plus méchant que le méchant. Oh oui. En fait, j'étais pas très gentil. Pouvoir et passer à l'acte. Exactement. Ça c'est le premier point. Deuxième point, tu peux jouer un obscurantiste qui aime d'amour son danseur. C'est pas parce que tu es en conflit avec quelqu'un. Moi, j'ai eu des relations au cours de ma vie, des relations amoureuses qui étaient extrêmement difficiles, mues par justement la passion, la souffrance, le désir de se faire du mal presque. On était content que quand on s'engueulait l'un avec l'autre, etc. Ça peut... Non, mais je veux dire, c'est des relations qu'on voit tous les jours. Il y a des gens qui ne vivent que par le conflit, c'est leur relation à eux. Et si la personne en face mourait, ce serait un drame pour eux. Un drame, le mot est bien choisi. Et donc, du coup, je pense que l'inspiration n'est pas incompatible avec l'obscurantisme à partir du moment où l'obscurantiste sait cela et sait qu'il n'ira jamais jusqu'à l'acte suprême, qui est le supplice ultime de la mort du danseur. D'ailleurs, je suis pas sûr que faire mourir son danseur soit le supplice si ultime que ça. Le faire souffrir sur la durée, ce petit être immortel, c'est beaucoup plus intéressant. Maxime ? Non, j'allais partir sur autre chose, donc je pense que je vais te laisser finir la fiction d'abord. Pour finir sur cet aspect-là, c'est vrai que les éminences grises que sont les meneurs de jeux d'Agone ont chacun une vision de l'univers d'Agone déjà. Et c'est cette vision-là qu'ils transmettent à leurs joueurs par la suite. Alors c'est peut-être là que c'est piège aussi et que moi je me suis fait piéger. C'est-à-dire que moi j'avais l'habitude de jouer avec des gens qui généralement connaissaient Agone, puisque c'est quand même un jeu qui a suffisamment d'âge pour qu'on ait des joueurs de la bouteille. Et c'est vrai que je me suis rendu compte très très vite que justement par ma présentation avec ma table de joueurs que j'avais qui était
vierge de toute vision aujourd'hui. Voilà, je leur ai insufflé quelque chose et c'est vrai que si j'avais réfléchi à ça avant, je l'aurais peut-être pas présenté comme ça, j'aurais peut-être laissé plus de liberté pour se forger leur propre opinion. Ouais. Tu vois, donc, ça nécessite de bien connaître l'univers. Agone, c'est un jeu qui s'expérimente énormément, il faut se documenter, il faut apprendre. D'ailleurs, le jeu proposait des suppléments, il faut savoir ça. Le jeu proposait des suppléments pour chaque type de personnage. On avait des suppléments, c'est-à-dire que toi, en tant que... Mais c'était aussi une machine à fric extraordinaire, c'est-à-dire que du coup, tu jouais ton satyre et le joueur pouvait lire son supplément satyre. C'est exactement comme... C'est le même modèle que Vampire, hein. C'est ce que tu dis, Jérôme, enfin, c'est ce que tu as l'air de... tes grimaces ont l'air de signaler. Des grimaces. Voilà. Un rictus. Mais voilà, c'était... Et donc, du coup, il y avait une énorme littérature à se fader si on voulait vraiment profiter du jeu à plein régime. Et des débats pouvaient surgir, c'était vachement intéressant. Moi, ça, c'est ce qui a fait l'intérêt d'Agone pour moi. C'est pour ça que quand Natacha dit c'est triste de faire Agone en one-shot, c'est même triste de faire quelque jeu de rôle en one-shot que ce soit, je suis assez d'accord avec elle, et particulièrement Agone. Parce que justement, c'est un jeu qui nécessite de... s'immerger dedans pour bien en comprendre. Ne serait-ce que par la création des personnages, là, le fait qu'on ait des prix tirés, c'était des prix tirés tout à fait intéressants, tout à fait adaptés one shot, à une ou deux exceptions près, mais au final, on se les approprie, mais pas tant que ça. Enfin voilà, c'est... Très bien. J'ai une question à te poser du coup à ce sujet. Si on avait fait vraiment la création de perso, est-ce qu'on aurait eu des éléments dans la création qui nous auraient forcé à imaginer du background ou à nous en donner pour le personnage, ou est-ce qu'on aurait pu faire le personnage uniquement mécaniquement comme dans Vampire ou Donjon? Il est toujours possible de le faire purement mécaniquement. Attention à ce que tu dis sur Vampire, parce que dans la base de Vampire, c'est clairement dit que les joueurs ne doivent pas faire leur personnage mécaniquement et que pour cela, le MJ a toute une batterie de questions à poser lors de la création de personnage pour que ce soit pas le cas. Ça n'empêchera jamais le joueur qui a envie de prendre domination, de tout faire. Bah oui, mais enfin, je veux dire, ça n'empêche jamais... Enfin, je veux dire, quand tu as une base, tu peux toujours la prendre de travers, mais en attendant, les règles sont claires. Dans Vampire, tu ne peux pas faire de personnage de papier. Moi, je pense que là, on va arriver au premier problème d'Agone, qui est que c'est un jeu de rôle... tradit, et que du coup il y a clairement un truc qui va pas entre d'un côté l'univers hyper développé, le potentiel que tu puisses développer ton personnage, avoir cette historique de malade, et le système qui soutient absolument pas ça. Absolument. Qui est un système ultra classique où dans l'absolu, alors c'est bien mignon de connaître l'univers, de faire des choix qui sont optimisés vis-à-vis de ton personnage, mais il y a pas grand chose qui va te récompenser pour ça. Mais après, c'est l'époque, je pense. Il faut le juger à l'aune de l'époque. Vivien qui était à l'époque. Sur le système, ouais. Il est d'époque. Vivien est d'époque. Je suis d'époque. Je suis entier, je suis d'époque. Non, à l'époque, moi, ça me dérangeait pas. Juste pour dire que le système, en fait, la base, c'est ce qu'on appelle, il me semble, le système fusion qui a été utilisé notamment pour Cyberpunk. C'est juste pour dire l'écart entre. Alors après, il y a beaucoup de mécaniques qui ont été rajoutées, mais la base, c'est exactement ça. D10 plus carré plus compétences. Tout à fait. Contre un seuil. Et la marge fait des dégâts. Enfin, oui, c'est ça. C'est l'exemple qui me vient en tête, mais voilà quoi. De souvenir effectivement la création de personnages est ultra classique. On voit un personnage divisé en 3 volets. Le premier volet qui est le corps, le deuxième l'esprit, le troisième l'âme. Donc on a les distinctions classiques de l'alchimie, le corps, l'esprit et l'âme. Les individus sont faits de corps, d'esprit et d'âme. Et du coup, on voit 3 orientations possibles des scénarios à travers la fiche de personnage, des scénarios, des scènes de corps, c'est-à-dire où on va s'affronter physiquement, où il va y avoir mais ça peut être aussi faut pas que je rentre trop dans les détails, des scènes d'esprit où ça va être des scénarios de la connaissance, de l'investigation, on va chercher à connaître, ou alors des scènes d'âme qui vont être des scènes d'exposition de sa foi au niveau social, au niveau puissance religieuse, au niveau de la musique, au niveau etc. Là, on est vraiment dans l'esthétique du truc. On est vraiment En fait, j'ai envie de dire que voilà, c'est ça. Le système propose de jouer finalement ces trois éléments, mais l'interaction entre ces 3 éléments n'est pas très intéressante, n'est pas développée. Contrairement à un jeu comme Shan Renaissance, par exemple. Je pense que jouer à Agone avec le système de Shan Renaissance, je fais un petit, oui, je sais, je fais un petit écart à ma règle habituelle.
eh bien je pense que ça peut être, on peut profiter, je veux dire, jouer dans l'univers de Agone avec le système de chaîne renaissance, on pourrait peut-être obtenir des choses assez intéressantes. Je sais pas, j'ai pas testé, hein, donc je suis en train de faire une supposition comme ça, mais je trouve que c'est un peu, mais en tout cas ça suppose une perfide comme ça. Je gagne un point de perfidie, ça marche. Alors, je voudrais quand même, ouais. Vas-y, non, je t'en prie. Ouais, par rapport à, c'est vrai que la question de Jérôme, le bouquin y répond, et je voudrais quand même dans ce podcast, parce qu'on dit beaucoup de mal du système de règles d'Agone, donc je voudrais quand même rappeler quelques trucs qui sont écrits noir sur blanc, et notamment, voilà, c'est les premières considérations générales de la création de personnages, c'est le fait que l'on crée des individus expérimentés, avec une histoire, etc. Donc ils sont déjà installés dans leurs compétences, dans leurs charges, et ils ont développé leur talent depuis déjà un certain temps. Donc ça incite à expliquer ce qui s'est passé. Je rappelle que dans Agone, on joue le crépuscule de l'univers et on joue également le crépuscule des personnages qu'on est en train de jouer là. Et la dernière phrase de ce petit paragraphe-là, c'est que par contre, ils n'ont pas finalement encore saisi le sens profond de leur existence. Donc on place vraiment le début de l'aventure des joueurs et des personnages au début de cette quête de sens, mais pas au début d'une quête de compétences, en gros, et pas au début d'une quête de personnalité. Donc normalement, il faut, à mon sens, que cette personnalité... Juste pour dire que pour avoir joué très longtemps en campagne, hein, j'ai fait 2 campagnes d'Agone très longues, les personnages d'Agone ne progressent jamais. Vous avez là, j'exagère à peine en disant que vous avez là le meilleur personnage d'Agone que vous n'aurez jamais au cours de la campagne. Il y a quand même des points d'expérience. Il y a quand même toute une mécanique qui donne l'illusion. Alors il y a une mécanique qui donne l'illusion, mais je trouve qu'on ne fait que descendre, on ne fait que baisser, on ne fait que souffrir. Et quand Emmanuel dit le but de ces personnages, c'est de découvrir le sens de leur vie, j'ai envie de dire que c'est parce qu'ils ne s'acquièrent qu'à la fin de la vie, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu ça aussi. Du coup, tu as répondu à ma question. J'allais demander, on progresse jamais dans nos compétences, mais j'espère bien qu'on progresse dans notre psychologie et la connaissance. Énormément. Alors là, par contre, énormément, et c'est ce qui fait tout l'intérêt d'Agone, c'est que la fiche en elle-même les compétences avec lesquelles tu pars seront celles avec lesquelles tu vas finir, mais psychologiquement tu auras une vision de ces compétences, une vision de ton personnage qui aura vraiment fondamentalement évolué et qui va faire tout l'intérêt du jeu. Et vraiment, enfin, c'est le grand... Mais là on est encore dans la dichotomie entre le système et en quelque sorte l'univers. C'est-à-dire que le système, lui, ça consiste à te filer des points d'expérience que tu investiras dans tes compétences. Alors ça te coûtera très cher. Ou dans ta flamme. Non, Vivien. Le système, il te punit également dès que tu es confronté à des créatures de la ténèbre, du masque. Oui, non, bien sûr, et de fait, les points d'expérience que tu obtiens à la fin, ils ne sont là finalement que pour compenser tout ce que tu as perdu pendant le scénario. Enfin, je veux dire, faut être clair. Du coup, ma question, c'est est-ce que c'est possible de jouer un personnage d'inspiré avide de pouvoir, qui aurait envie de justement progresser le plus oui, Natacha, c'est possible. Mais jusqu'où es-tu prêt à aller pour obtenir ce pouvoir ? Parce que c'est un fait que quand on regarde les sorts dont vous disposez, parfois vous faites des choses un peu étranges pour désinspirer. Par exemple, le satyre qui se vante d'être le plus beau et le plus élégant, utiliser son art magique pour que quelqu'un tombe plus ou moins amoureux de lui. Mais si tu étais si élégant que tu le prétends, pourquoi as-tu besoin d'utiliser ta magie pour qu'il tombe amoureux de toi ? Tu vois, il y a tout un tas de questions comme ça qui surgissent. Jérôme voulait intervenir, puis Emmanuel. Donc on perd beaucoup, on peut perdre de la flamme par exemple à force de... Alors tu ne peux pas perdre de la flamme, mais tu peux gagner de la flamme noire, qui est un peu un système d'équilibrage comme dans Sens, avec l'immersion positive négative. D'accord. Si tu as 2 en flamme noire et 1 en flamme, eh ben, tu as -1 dans toutes tes caracs. Ce qui fait que ta flamme noire est plus grande que ta flamme blanche. Et du coup, on dépense finalement des points d'expérience pour... est-ce que c'est un peu comme Vampire où on dépense finalement des points d'expérience à partir d'un certain stade pour remonter son humanité ? Alors c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'en fait tu vas avoir la flamme noire et la perfidie qui vont augmenter et rogner sur tes caractéristiques tout au long du jeu pour des raisons historiques, mécaniques, psychologiques, des raisons de rencontre, des raisons d'ambition, etc. Et puis tu vas avoir tes points d'expérience qui vont compenser tout ce que tes ambitions, tes rencontres et tous les coups que tu as pris dans la gueule. Alors c'est moins mécanique que ce que tu dis avec l'unité, c'est moins artificiel dans Agone. D'accord. Parce que le joueur, lui, il ne fait que se renforcer avec ses points d'expérience, mais c'est la partie, l'histoire et les
épreuves qu'il vit qui le rabaisse. Est-ce que tu vois la différence? Dans un cas, c'est le joueur qui se rabaisse et tu vois, enfin, je trouve ça plus mécanique dans Agone que dans. Faire quand on est confronté à un monstre et quand on fait un mauvais jet, on gagne des points de. Enfin. Oui, tout à fait. C'est tue l'amour. On est d'accord. Je sais pas si on peut dire que ça, c'est vraiment un aspect psychologique, machin. Enfin, c'est la scène de Cthulhu, quoi. Et après, en plus, on se couvre de verre parce que c'est l'effet que ça a. Enfin, bon, on reviendra sans doute dessus, mais il y a quand même beaucoup à dire en termes de critiques sur le système, y compris dans ce qui est la flamme noire. Attention à ton micro, Vivien, mais oui. Et la descente. Je suis totalement d'accord avec toi. Emmanuel. Je pense qu'il y a vraiment une question d'équilibre à trouver. C'est vrai que moi, j'ai vu quand même quelques personnages monter très très vite en perfidie et devenir injouables, même avant que... Comment dire, avant même d'arriver à des scores de flammes noires monstrueux, mais des personnages dont on se dit autour de la table, bon bah en fait, ton perso, on peut plus là, il est plus dans l'inspiration et voilà, il est plus dans cette démarche-là. Après, c'est aussi une question de vision. Il y a peut-être des tables qui acceptent beaucoup plus de se dire que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Mais je pense qu'il y a un vrai équilibre à trouver là-dedans aussi et à doser par le MJ en faisant très attention justement avec ses jets de dés. Ouais, parce que oui, on dit c'est bien mignon d'avoir tout cet univers, tout cet aspect psychologique, tout ça, c'est mignon dans la théorie. En pratique, on lance des dés, quoi. Et oui. En pratique, on lance un dé en plus. C'est même pire que ça, c'est pas des dés, on lance un dé. Et c'est lui qui choisit si on a réussi ou pas. Et c'est lui qui choisit si on devient corrompu ou pas. Si j'ai réussi, bon, j'ai des points d'héroïsme, je suis d'accord pour modifier ça. Mais voilà quoi. Oh, il y a eu un monstre devant moi. Quoi que je fasse, je vais devenir plus truc. On s'en fout de la psychologie, on s'en fout qu'il m'ait atteint ou pas le monstre, on s'en fout de ce qu'il ait pu dire, de ce qu'il ait pu me faire. Mécaniquement, je suis obligé de choper la ténèbre. Tout à fait. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Il n'y a pas de. C'est pas dommage. C'est scandaleux. Oui, voilà. C'est pas dommage. Faut le dire, c'est scandaleux. Parce que pour moi, il y aurait une différence entre celui qui se trouve fasciné par ce déploiement de puissance et il y a celui qui devrait être horrifié par ça et qui devrait tout faire pour le combattre. Il devrait pas gagner le même nombre de ténèbres. Il y a une contradiction réelle entre la promesse du jeu et ce qu'il propose en termes de gameplay et de technique. Ouais, voilà. Ce que j'allais dire, est-ce que du coup on peut pas... Oui, en fait, toi tu voudrais qu'il y ait une interprétation différente des points de ténèbres, donc c'est ce que j'allais suggérer, mais du coup ça voudrait dire une interprétation différente et qui changerait aussi le nombre de points que... Ouais, d'accord. Ouais. Mais parce que tu peux très bien dire ce point-là je le gagne parce que je suis horrifié et ce point-là je le gagne parce que je suis fasciné. Je sais pas, enfin c'est pas... Ouais. Il y a l'effroi. Attention. En soi... Shadow. J'aimerais bien que Shadow ait le micro, mais vas-y, Manu, continue. Non, ouais, il y a aussi la question de l'effroi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on jette un dé parce qu'on ne peut pas résister à l'horreur de ce qu'on voit, et je pense qu'en termes de RP, c'est cohérent aussi, puisqu'on a des inspirés qui sont des êtres de pleine lumière et qui se rendent compte petit à petit à quel point le monde dans lequel ils sont est affreux, quoi. Et, oui, mais voilà, c'est vrai qu'on aimerait que ce soit autre chose qu'un dé qui nous dise... Mais alors, oui. Par exemple, c'est pas normal que un dé soit lancé par le Minotaure de la même manière que le satyre. Confronté à la ténèbre, le Minotaure, je suis désolé, il a moins peur qu'un satyre. Parce que de par tout simplement leur saison, de par leur affinité avec, etc. Et là, je suis d'accord, je rejoins Maxime. Il y a un côté tue l'amour terrible. Il y a une promesse incroyable. Et qu'est-ce qui va tenir cette promesse? C'est un dé aléatoire et pas du tout la sensation que j'ai à l'égard de mon personnage et la manière dont je veux que les choses se passent. On peut peut-être considérer que c'est ce qui échappe aussi. Je vais aller dans l'autre sens. C'est peut-être ce qui échappe au personnage, au joueur, et c'est peut-être pas à lui de décider aussi, j'ai peur, j'ai pas peur. Tu sais très bien, Vivien, que le système n'a pas été réfléchi et pensé pour obtenir cet effet-là. Je sais. Tu le sais très bien. Donc ne fais pas le naïf, genre voilà. Shadow. Du coup, ce que je voulais dire, c'était juste en réaction par rapport à Natacha quand elle disait oui, on devrait prendre plus ou moins de points de ténèbres. En fait, c'est même plus ça. S'il y en a un qui est fasciné, c'est pas de la ténèbre qui devrait prendre. Enfin, je me trompe peut-être, mais c'est de la perfidie, non? Non. La fascination pour l'obscurité et les ténèbres te font gagner de la ténèbre pour la simple et bonne raison, et c'est ça qui est génial dans Agone. Quand on perd de la santé mentale dans Cthulhu, ça ne nous offre que des malus. Pas dans Agone. Dans Agone, quand on gagne de la ténèbre, si un jour vous allez vouloir faire de la conjuration ou faire ce genre de choses, eh bien vous en servirez de la ténèbre. C'est-à-dire que les caracs négatives sont des pouvoirs en plus. Clairement. Et c'est ça le génie d'Agone. Ça, Emmanuel. par contre, je leur ai pas dit et c'est quelque chose que moi je dirais pas. Je leur ai parlé des méfaits, des peines qui s'accompagnent de la montée de ténèbres. Et c'est quelque chose que je ne dirais pas. Bon, on peut peut-être en parler par contre quand même. Parce que Ah oui, non, mais si on parle pas de ça, on parle pas d'Agone. Je veux dire, on en parle. Juste une petite question avant, mais je te la parole tout de suite.
C'est est-ce que Agone est un jeu à secret ou pas? Parce que je voulais poser la question. Voilà, parce que moi, quand tu me racontes tout l'univers, j'ai l'impression que je pourrais lire le bouquin. Mais dans la métaphysique de l'univers, bon, c'est peut-être parce que c'est une inspiration de sens, mais moi, dans la métaphysique de l'univers, je me suis posé tout de suite la question, est-ce que le MJ, c'est le masque? Je me suis tout de suite posé des questions comme ça, j'étais là, est-ce qu'il y a des liens métaphysiques, tout ça? Mais je pense pas. Je pense franchement pas, mais je te préfère poser la question tout de suite. La réponse est qu'il n'y a pas de réponse. Ah, voilà. Ça, je suis pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, j'ai ouvert mon bouquin à la toute première page. Alors, Emmanuel, c'est parti. T'as vu Spoiler ça alerte. Non, alors bon, Je vais y revenir dans 2 c'est minutes. peut-être pas si catégorique que ça. On est d'accord. Mais la première page, avant même la page des crédits, interpelle l'éminence grise, donc le MJ, en lui disant que finalement c'est lui qui est là pour empêcher l'Armonde d'être englouti par la nuit éternelle. Avec des phrases comme l'ennemi est là, partout autour de nous, il s'est infiltré dans les baronnies, etc. Il tire les ficelles, il ourdit les complots, il est l'ombre, il est le masque. Si nous ne faisons rien, la nuit éternelle engloutira l'Armonde. C'est-à-dire que le bouquin, dès la toute première page, dit au MJ, toi et moi, on va essayer de lutter contre le masque. Toi, moi et tes joueurs. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. C'est pas tout à fait fini. Je vais page 287. T'as vu, la nana, elle a bossé quand même. Hein. T'as raison, Emmanuel. Le masque n'est pas du tout la muse du théâtre, de la comédie, du drame, et les joueurs n'en sont pas du tout les premiers acteurs. Vivien parle de Janus et des 2 visages aussi. Hein. Ouais. Il veut pas le dire, mais... Tout à fait. Oui, alors du coup, moi, quand tu as parlé de Janus en nous présentant l'univers, c'est la première question que je me suis posée. Il est à double tranchant. Pour moi, c'est pas un personnage de gentil. Hein. Et puis c'est le juge, ça pourrait être comme le MJ. Il est à la fois le gentil, à la fois le méchant. Il prend les décisions. Laissons Emmanuel finir. Sur ce que dit le bouquin. Tout à fait. Donc, page 287, il y a des conseils aux joueurs. On pourra y revenir à cette page-là par rapport aux règles, mais bon, je pense que ça, de toute façon, c'est presque une porte ouverte quand on parle d'Agone. Mais le dernier conseil, c'est n'incarnez pas la menace. Vous interprétez les méchants, vous leur donnez vie, mais vous n'êtes pas le masque. Vous êtes là pour mettre en scène sans prendre parti. On ne joue pas contre les joueurs, on ne donne qu'une interprétation des rôles des pions du masque. Mais qui dit que le masque est contre les inspirés ? Et qui dit qu'il dirait pas justement ça pour brouiller les pistes? Alors juste un point. Les Chroniques crépusculaires, c'est un livre de Mathieu Gaborit. Agone, c'est un univers qui a été construit par un ensemble d'auteurs, Stéphane Marsan, Sébastien Cédrin, qu'on a cité au début de ce podcast, qui agrandit déjà l'univers de Mathieu Gaborit. Et les éminences grises qui se sont saisies de cet univers l'ont encore agrandi, puisqu'il y a encore à l'heure actuelle des fanzines à sortir sur Agone. Et là où je veux dire, c'est que aucun des secrets n'est encore arrêté. Les débats sont encore en cours. Il y a encore beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as dit ? Des fanzines, quoi. Des fanzines. C'est la contrition entre fan et magazine. Tout à fait. Fan, c'est un fan, quoi. Désolé. Très bien. Et toi, tu lis quoi ? Tu lis des mangas ou des mangas ? Pas des mangas. Bah moi, je lis des mangas. Alors donc, on y va. Quelle horreur ! Alors donc, justement, c'est-à-dire que pour moi, ce qui fait l'intérêt d'Agone, c'est justement les secrets ne sont pas arrêtés, même si chacun peut trouver des éléments dans des parchemins, dans des grimoires, dans des bases, dans des livres qui vont dans son sens. Et il y a débat et il y a question. Le drame d'Agone, si j'ose dire, n'est pas encore terminé. Le crépuscule n'est pas encore totalement tombé. Il y a encore plein d'interprétations possibles. Il y a plein de choses à faire. Donc c'est un jeu à secret, mais ne vous attendez pas à, comme dans Sens, des secrets scriptés avec un début et une fin. Le jeu n'est pas encore fini et les secrets, à vrai dire, entre Emmanuel et moi, il y aura encore du débat et on sera encore en train de les chercher. Et c'est ça qui est beau. C'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est vraiment le jeu ultime pour les littéraires parce que c'est juste que de l'interprétation. En fait. Alors, je te rappelle que c'est peut-être l'univers ultime pour les littéraires, mais je reviens quand même à l'idée que, Agone est un jeu dysfonctionnel, parce qu'il encourage plus ou moins les 3 propositions créatives, parce qu'il y a des règles pour les gens qui veulent faire du combat, il y a des règles pour des gens qui veulent faire de l'histoire, il y a des règles pour des gens qui veulent faire dans l'esthétique. Donc déjà, il y a une règle pour dire qu'il n'y a pas de règle. Ensuite, comme l'a dit Maxime, il y a plein de problèmes liés au lancer de dés, etc. Donc, est-ce qu'Agone est un jeu de rôle ultime pour les littéraires ? La réponse est non. Après, est-ce que l'univers d'Agone a des valeurs, des choses intéressantes à fouiller ? On est exactement dans un schéma vampire.
C'est-à-dire, on est en train de refaire le podcast sur Vampire, là. C'est exactement le même schéma. En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalités plus littéraires qui s'en sont emparées à l'époque de sa sortie. Aujourd'hui, le paysage du jeu de rôle a pas mal changé, mais à l'époque, il faut dire que ça a été vu comme un gros, comment dire, c'est vrai. J'allais dire un appel d'air, non, enfin si, peut-être. En tout cas, une bonne possibilité pour enfin faire du jeu de rôle un petit peu différemment, de façon plus poétique, plus. Et donc, il y a beaucoup de gens justement de sensibilité littéraire. Mais qu'est-ce qu'on a dit de Vampire ? On a dit exactement la même chose. Tout à fait. Hein. On a dit que c'était un appel d'air pour jouer des histoires d'amour. Et ça a été le cas. Tu fais peur, Romaric. Mais non, mais c'est ça. Ouais, je sais. Pour moi, Agone, on est dans un schéma, d'un point de vue structurel, on est dans un schéma qui est très proche de Vampire. Ouais, d'un jeu qui aurait dû développer des mécaniques neuves pour développer son propos parce qu'il était très très fort et qu'il l'a pas fait parce qu'à l'époque ça se faisait pas tout bêtement, quoi. Exactement. Et moi, et juste un point, moi pour savoir un petit peu ce qui s'est échangé à l'intérieur de Multisim, parce que pour en connaître un petit peu tous les acteurs, eh bien, je peux vous dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils avaient un univers qui était génial, etc. Mais ils ont dû faire des choix à un moment donné où ils se sont dit, si on crée vraiment les mécaniques pour cet univers-là, eh ben, notre jeu, il marchera pas. Ça va pas fonctionner. Donc ils ont pas voulu prendre de risques, et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques qu'au final ils en ont pris un et qu'ils ont coulé par la suite. Et donc, du coup, ils ont pris exactement le même parti pris que Vampire, c'est-à-dire de mettre noir sur blanc, page 287. Je ne sais pas quelle page c'est dans Vampire, mais je suis toujours sur ma page 287. Il y a 2 points dans les conseils OMJ. Discutez des règles avec vos joueurs, de façon à ce qu'elles finissent par faire l'unanimité. Et ensuite, ne vous laissez pas piloter par les règles. Elles n'ont pas force de loi. Vous avez toujours le dernier mot. Vous êtes libre de les altérer ou de ne pas les respecter scrupuleusement. Et voilà, on retrouve la règle d'or de Vampire. On est vraiment dans des jeux de la même période, avec les mêmes problématiques existentielles. Ouais, ça donne l'impression qu'ils savaient ce qu'ils faisaient clairement, qu'ils savaient qu'ils ont fait un système, ils ont collé une pancarte sur leur truc. Ils voulaient faire plaisir à tout le monde et donc ils n'ont fait plaisir à personne. Ouais, je pense qu'ils ont fait plaisir à beaucoup de monde, mais qu'aujourd'hui, a posteriori, on se rend compte qu'il y avait du potentiel qui n'a pas été exploité, mais c'est du a posteriori, comme d'habitude, quoi. Oui, après, tous les MJ que je croise ont fini par tirer leur bille du truc et dire voilà, moi je le joue comme ça. Oui, mais regarde la manière dont on le joue. Il n'y a personne qui joue à Agone de façon ludiste. Il n'y a personne qui joue à Agone de façon nar. Donc en fait, on joue tous en sim. Et je reviendrai là-dessus parce que j'ai les arguments pour expliquer ça. C'est pour ça que j'étais malheureux hier, je crois. Jérôme. Tu voulais intervenir avant, je crois. Non, mais par contre, effectivement, moi, j'aurais voulu éventuellement peut-être une approche nar, avec vraiment du background pour mon perso, des raisons d'agir, des raisons d'aimer ou de ne pas aimer. Mais c'est même pas du narrativisme, ça peut être du simulationnisme, juste d'avoir un personnage pas en 2 dimensions, quoi. Un truc avec... Parce que Vampire appelle un personnage en papier. Je veux dire, on joue des personnages expérimentés, donc qui ont vécu, donc il faudrait que le système nous aide à avoir ce vécu, à le ressentir, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Pas à l'improviser comme ça, alors que c'est un univers hyper compliqué. On demande aux joueurs, alors à part s'ils ont lu tous les bouquins, on leur demande d'improviser un personnage âgé, qui a déjà un passif. Mais on ne demande pas d'improviser, la création de perso, elle se fait sur le long terme, là, on est sur du one-shot. C'est ça, c'est le format one-shot, je pense. Du long terme, c'est 1 heure, 2 heures maximum, c'est pas une campagne. Ah non, alors ça, là pour le mais coup, qui a envie de se farder pas un truc où on répartit des points sur une séance entière? Non, c'est pas de ça que je te parle. Alors là pour le coup, j'extrapole. Je pense pas que ce soit ce qui est conseillé, à moins qu'en parlant, j'arrive à le retrouver. Mais concrètement, je pense Shadow, que c'est... pendant que Emmanuel cherche le... Non, je sais pas, tu dis qui a envie de se taper une séance de répartition de points? Moi, j'en connais pas mal, mais oui. déjà. Oui. Et là, on a fait un one-shot, on avait des personnages pré-tirés. Finalement, il fallait choisir seulement les sœurs. Ça nous a déjà pris pas mal de temps. Très sincèrement, si demain je devais faire une campagne d'Agone, je prendrais une soirée pour créer tous ensemble la confrérie, les PJ, et puis ensuite même un scénario personnalisé pour chacun, pour affiner tout ça, et puis peut-être même le début de la séance suivante pour remettre tout ça en commun, et puis on démarre, quoi. Alors le temps qu'Emmanuel retrouve... pardon. Non, ça y est pas. Non, mais tout ça pour dire que moi, j'ai beaucoup aimé l'univers. Je crois qu'on est tous d'accord, etc. Oui, même moi. Et ça m'a vraiment donné envie de faire une campagne, d'aller le découvrir, etc. Alors, je vais vous expliquer. Oui, c'est mon point de vue. Je veux quand même expliquer parce que depuis tout à l'heure, on a comparé à Vampire, etc. On a dit qu'on était dans un schéma classique. On va maintenant, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on en sort. Et pourquoi ce jeu reste quand même mythique et, selon moi, bien meilleur que Vampire. Parce qu'en fait... Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que tous les gens qui ont eu Agone à l'époque entre les mains ont déjà fait ce podcast.
C'est-à-dire ils ont déjà vu qu'il y avait quelque chose qui merdait avec les systèmes de combat, les manœuvres, etc. Ils se sont dit, ce que tu as dit Shadow tout à l'heure, si je veux répartir des points, je reste sur D&D. Donc du coup, les joueurs qui ont voulu jouer à Agone façon D&D, ils sont partis. Attends. Les joueurs qui ont voulu jouer de façon art, ils sont partis aussi, parce qu'ils ont bien vu qu'ils maîtrisaient pas les fils de l'histoire. Donc ils sont partis jouer à des story games, jouer à autre chose. Ou alors, à moins qu'ils n'en avaient pas l'occasion, ils sont partis du jeu de rôle. Ils sont partis du jeu de rôle et ils ont écrit des romans, par exemple. Donc, il est resté quoi ? Il est resté les joueurs Sim. Et les joueurs Sim, pourquoi est-ce qu'ils ont accroché à Agone et pourquoi Agone a connu ce succès d'estime quand même ? Eh bien, moi, je vais vous expliquer. C'est parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, tout l'univers tourne autour de la problématique de l'art, de l'esthétique, de la beauté, de l'inspiration. Et donc, au final, les thématiques s'inspirent forcément de dynamiques propres au simulationnisme. Rechercher la beauté à travers un personnage, on se dit, le joueur, du coup, ses propositions, il va rechercher à faire de belles propositions. Et paf, on a une dynamique simulationniste cohérente. Et je pense que Agone a créé spontanément, de par la force de son univers et de par la beauté de son univers, des dynamiques simulationnistes autour de la table, c'est-à-dire que par-dessus toutes ces règles fouillis, les MJ ont tout balayé, ont tout nettoyé, et par-dessus ces règles fouillis, on fait un jeu pour les simulationnistes. Parce que l'univers s'y prêtait. Parce que l'univers, parlant d'esthétique, s'y prêtait. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus, Vivien ? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors c'est parti. Non, mais en fait, pour moi, Agone a su se rendre fonctionnel. Agone à Vampire. Et parce que Vampire a eu la même dynamique. Les gens des 5 anneaux a eu la même dynamique. C'est pas vrai. Les gens se les sont appropriés alors qu'il y avait des mécaniques. Pas vrai pour attends, Vampire. tu me laisses parler, oui. Qu'est-ce que c'est que ce boulot-là ? Vivien. Non, pour moi, d'accord avec Rome. Je suis d'accord avec toi que par contre le background, la couleur, etc. était extrêmement séduisant et c'est ce qui fait que Agone a autant marché là où d'autres jeux comme je sais pas attirer les sims ont comme tous les jeux de l'époque non. Vampire a attiré aussi les joueurs ludistes. Moi j'ai joué à Vampire avec plein de joueurs. Bien sûr qu'il a attiré les joueurs ludistes. Non, faux. Bien sûr. Faux. Les joueurs ludistes, dans toutes les tables que j'ai faites, dans toutes les tables que j'ai faites de Agone, c'est-à-dire 3 tables différentes. Soit 3. Mais c'est énorme pour un jeu à campagne. Enfin, vous avez fait combien de campagnes des jeux que vous mettez Dark Heresy, t'as fait combien de campagnes de combien de tables différentes ? 4, mais avec quasiment les mêmes joueurs, le même type de joueurs, et du coup, je me représente pas du tout, je considère pas que je représente l'ensemble des joueurs de Dark Heresy. Alors moi, j'ai fait des campagnes d'Agone, par contre, avec des joueurs très très différents. Et ce qui se passait, c'est que les joueurs ludistes étaient souvent frustrés. Ils étaient là en train de dire non mais c'est nul, pourquoi je peux pas utiliser mes manœuvres, pourquoi j'ai pas le droit. Pourtant c'est dans la base. Ils faisaient des combats incroyables, on a fait de l'épique et effectivement avec ça en plus. Alors quand tu dis on a fait de l'épique, moi je vois des parties simulationnistes. J'ai jamais dit que c'était pas simulationniste. On est en train de dire justement que là, ça n'a pas attiré les ludistes. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, épique. L'épique, c'est forcément. Évidemment. Mais bien sûr. Bien sûr. Comment tu veux faire une description ? Alors, je suis désolée, mais moi, le seul moment où je me suis éclaté c'est l'esthétisme de la guerre. C'est le moment où j'ai pu décrire comment j'ai lancé mon sort. Et ça, c'est simulationniste. J'ai jamais dit que c'était parce qu'ils décrivaient leur beau coup d'épée que c'était épique. C'est l'épique, juste qu'il y avait du danger. Ah d'accord, ok. Voilà. Donjons et Dragons est reconnu pour être épique et c'est pas du tout de la description. Voilà, c'est ça quoi. Non, mais dans ce cas-là, faut pas dire que c'est épique, Donjons et Dragons, faut dire que c'est de la baston quoi. Non mais c'est vrai, épique c'est l'esthétique de la guerre. Ça veut juste dire que moi je mets pas la même définition derrière l'épopée que derrière... Un joueur va considérer que faire le bon jet au bon moment c'est épique même sans la description. Non mais je comprends ce que vous voulez dire par contre. J'ai bien compris ce que tu voulais dire. Il se trompe sur le terme. Du coup il se trompe sur le terme, mais bon... Alors, super. Bon. Non mais rapidement Vivien quand même, dans Vampire... on a eu beaucoup plus de conflits autour de la table liés au pouvoir, au fait que les gens veuillent tout de suite plus de pouvoir. Mais bien sûr, mais parce qu'on va pas dans le même sens. Dans Agone, on joue tous des personnes qui sont là pour redorer leur monde. C'est parce que mais qu'est-ce que je viens de te dire au moins le contrat social, il est plus clair. Voilà, c'est ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. Ok, alors à ce compte-là, oui, le contrat social est plus clair. Au moins, on sait qu'on va à peu près dans le même sens. Et c'est ça qui sauve le jeu. Qui luttent contre le masque. Et là, d'accord. C'est ça qui sauve le jeu. De ce point de vue-là, je suis d'accord. Mais c'est pas une question d'art ou de machin. On aurait pu dire, vous êtes tous là pour
pour affronter une méga armée qui va tous vous bousiller, et on aurait été dans le même sens au moins. Ben non, parce que non, je pense que toute la base te pousse à ça. J'étais encore là sur les conseils juste après ou juste avant la création de personnages, où ils disent voilà, il y a des moments où il faut que vous suiviez la fiche de perso, et puis des moments où vous allez donner votre ton, et là il faut vraiment savoir s'en détacher et donner de la dimension à la couleur de l'univers, à votre personnage, à son background, à son RP. Donc et l'ensemble du bouquin, de toute façon l'esthétique du bouquin, les petits trucs de fluff, il y en a pas trop, donc on peut y jeter un œil. Tu veux dire comme les sorts projectiles magiques et boules de feu, par exemple? Non mais. Ok, je finis. Il y a ça, il y a le bouquin de base, mais il y a aussi toute la communauté, tous les suppléments qui ont été sortis, le souffre-jour, etc. Tout ça qui te dirige vers cette esthétique-là. Et là où j'entends ta remarque, Maxime, qui est de dire c'est pas parce que tu as fait 3 tables que tu sais comment l'ensemble des gens jouent à Agon, mais il y a énormément d'échanges, je trouve, un peu comme pour la communauté de Sens, il y a énormément d'échanges au niveau de la communauté d'Agon, et on est tous d'accord, quand on rencontre un MJ d'Agon, il y a un moment où on se dit, et toi, t'as fait comment pour arrêter d'être emmerdé par les boules de feu? Et voilà, et on est vraiment sur cette démarche créative-là, quoi. Jérôme, j'ai une toute petite question. Vous parlez pas mal des suppléments. Est-ce que c'est des suppléments avec des règles rajoutées, des nouvelles tables, ou est-ce que c'est vraiment des suppléments à fluff? Il y a beaucoup de fluff, hein. Énormément ça de m'étonne fluff. pas. Ouais. Il y a un peu de fluff. Enfin, après, moi, j'aime pas dire que c'est du fluff quand c'est aussi des différents. C'est des pistes. C'est des pistes d'investigation. Dans Agon. Donc là, il n'y a pas des carrières supplémentaires, il n'y a pas des sorts supplémentaires, des mécaniques supplémentaires. Si, il y en a un peu. Il y en a quelques-unes. En fait, on sent, en fait, si tu veux, à la lecture du truc, tu sens que, comment dire, le fait de mettre des caracs en plus, de faire des petits tableaux en plus, c'est un prétexte pour te vendre de l'univers. Tu le sens, tu sens complètement, ça transparaît à l'intérieur du jeu, ça suinte le simulationnisme, mais de partout. Ça, quand t'as ton joueur qui arrive et qui te fait tes manœuvres et tout ça, mais combien de joueurs j'ai entendu à des tables dire mais on s'en fout de tes manœuvres, putain, t'es un inspiré, quoi. Tant que c'est beau, ça passe. Mais sérieux, enfin, je veux dire, pourquoi? Parce que le livre, je sais pas comment vous dire, c'est 95% de simulationnisme, et derrière les tableaux et tout ça, on sent qu'ils les ont rajoutés à contre-cœur pour faire plaisir à un certain type. Enfin, Emmanuel, je sais pas ce que t'en penses, mais oui, d'ailleurs, le moment où j'ai commencé à partir sur du combat en essayant de coller au bouquin, voilà, je pense que vous avez tous senti qu'il y avait un gros creux. Mais maintenant, la question à savoir, est-ce que c'est un bon jeu du coup? Ben non, parce qu'il s'est trahi. Enfin, vous voyez, on sent bien qu'il y a quelqu'un, mais on a des bons MJ. Oui, non. On a des bons interprètes d'Agon, en fait, parce que moi, je m'estime pas être un bon maître de jeu d'Agon dans la mesure où je ne joue pas by the book. Mais par contre, ce qu'on a, c'est effectivement des gens qui aiment l'univers d'Agon d'amour et qui, du coup, ont fait leur propre système pour jouer à l'Agon qu'ils aiment d'amour. Et c'est là que j'étais pas d'accord avec toi tout à l'heure. Parce que Jérôme, tu disais les MJ d'Agon, enfin les joueurs d'Agon même en général, oui, les joueurs MJ inclus, ont inventé un jeu sim. Ouais, c'est ça. Et moi je pense pas. D'ailleurs alors à moins qu'il y ait eu une communauté vraiment qui ait bossé là-dessus. Mais tout à l'heure Emmanuel, dans ce que tu nous as dit, le premier conseil avant même de dire la règle d'or, le MJ fait ce qu'il veut avec les règles. La première règle, c'est discuter du système avec vos joueurs. Donc moi c'est ce que j'appelle un jeu à rillettes. C'est pas la toute première, mais c'est juste avant. Non mais mais du coup moi c'est ce que j'appelle un jeu à rillettes, c'est-à-dire que il t'encourage à faire ton propre contrat social et à toi-même développer ce qui t'intéresse. Tu pourrais dire joueurs. un jeu à foie gras quand même, là, on approche de Noël, tu pourrais parler de foie gras les quand même. propositions, puis c'est de la qualité, vous pouvez quoi. jouer C'est dans pas une de la rillette du Mans. baronnie, vous pouvez jouer l'exploration de la magie, vous pouvez jouer... Je suis d'accord avec toi, Jérôme. Je suis vraiment d'accord avec toi. Enfin, je vois pas en quoi ça s'oppose à ce que je disais. C'est juste que si le contrat social d'une table, une seule table ou même 10, j'en sais rien, préfère jouer Nar, ils le feront avec. Parce que la discussion des joueurs et du MJ amènera forcément... Je suis d'accord avec toi, ce que je te dis, c'est que l'univers et l'univers du jeu te pousse à jouer sim. D'accord. C'est ça. Je te dis pas que c'est pas possible, hein, ce que tu dis. Hein. Voilà. Ok, dans ce cas-là, ça me va, très bien. D'ailleurs, je pense que quand Emmanuel, on nous dit on peut jouer domaine, on peut jouer magie, on peut jouer... Plutôt que on peut jouer, je pense que c'est presque... si vous avez le temps, dans votre vie, faites-les tous, parce qu'il faudra tout ça pour explorer l'ensemble de l'univers d'Agon. Je sais pas si t'es d'accord, Rome. Si. Mais si. Sauf que je remontre voir les trucs,
Enfin, on va pas perdre de temps, mais je crois qu'il y en a qui sont pas. C'est ce que propose la quasi-totalité des jeux tradis. Vous pouvez jouer. Au final, ça revient presque, peut-être pas à dire vous pouvez jouer tout ce que vous voulez, parce que c'est quand même plus honnête. Enfin, c'est un peu mieux que ça, parce qu'il propose quand même plusieurs cadres définis. Mais clairement, avec Vampire et Agone, on est dans les problématiques qui seront bâchées, rabâchées sur. Et d'ailleurs, on parlait de ludisme contre simulationnisme, mais il y a aussi une grosse tendance simulationniste, mais telle que beaucoup de gens l'entendent, c'est-à-dire qui est pas du tout celle de la Forge, avec un maximum de définitions, de données chiffrées, une physique la plus, correcte possible. J'ai regardé le truc de l'assise, il y a la résistance des matériaux, parce qu'il faut quand même, c'est pas pareil de travailler le bois que de travailler le métal. Enfin, il y a des multiplications, enfin, ce genre de choses, quoi. C'est pas que, parce qu'on parlait juste de ludisme contre simulationnisme, il y a aussi deux types d'univers. Il y a l'univers poétique et l'univers matériel. Encore physique. Une fois, je pense qu'en 1999, il y a peut-être des gens qui, si ça n'avait pas été là, auraient dit putain, on fait comment ? On peut pas jouer, il n'y a pas la table de la résistance des matériaux. Oui, mais on s'en fout des gens, en fait. Oui, non, mais c'est ça le truc. Non, mais je suis pas en train d'expliquer le truc. On fait ce qu'on aime, on fait pas ce qu'aiment les autres. Non, je suis juste en train d'expliquer pourquoi, à mon sens, en 1999, ils ont fait ce choix éditorial-là. Oui, non, mais bien sûr. C'est évident, effectivement. Et puis même des années après, on en était encore là, quasiment. Mais on n'est pas dupes. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ouvre mon bouquin d'Agone, c'est pas je suis en train d'ouvrir un bouquin de règles. C'est je suis en train de prendre ma flamme, ma bouffée de flamme. Hier, c'était pas une partie, c'était une cérémonie pour vous transmettre la flamme de l'inspiration. Ceci dit, pour revenir sur ton argument, ok pour plein d'éléments. Par contre, il y a un élément sur lequel c'est évident que là, pour le coup, ils ont fait de la merde. C'est que quand on regarde Néphilim qui date bien avant, il suffit de regarder la liste des sorts. Chaque sort, le nom est évocateur. C'est des trucs genre les chérubins aux 1000 lames d'acier, etc. Là, Gabory arrive avec ils arrivent avec des sorts, et les sorts, c'était pas juste pour vanner que j'ai sorti tout à l'heure, quoi. Les sorts s'appellent explicitement boule de feu, charme, etc. Enfin, là, pour le coup, ils auraient pu garder la même mécanique, on va dire, de telle qu'ils la faisaient à l'époque, simulation, enfin, ce qu'on veut, et au moins mettre un minimum de noms évocateurs pour qu'au moins on soit dans le trip, quoi. Ouais. Non, mais je comprends parfaitement. Enfin. Je rêve de voir l'appel de Cthulhu écrit dans la base d'Agone. J'avais jamais fait gaffe que c'était écrit jouer en mode l'appel de Cthulhu, et c'est vraiment écrit l'appel de Cthulhu dans la base d'Agone. Enfin, moi, j'ai l'impression de voir Sonic dans un Mario, quoi. Alors... Ça me choque. Alors, je sors peut-être un petit peu du podcast, vous me recentrez tout de suite si c'est inutile, mais moi, il y a un truc qui m'a déçu dans la description de l'univers, c'est que justement, c'est une description. Parce que je suis en train de lire les bouquins d'Agone, et clairement, ils sont très évocateurs. Et ce que je trouve poétique, c'est que c'est évocateur et que c'est jamais expliqué. T'as le mot cryptogramme magicien dès le début, tu sais pas ce que c'est que le cryptogramme magicien. Du coup, tu réfléchis et t'es créatif parce que tu te demandes. Les danseurs, ça sort d'où ? J'en sais rien. L'art, j'en sais rien. Et alors là, quand on m'explique tout et qu'on me met des mécanismes derrière, en mode quand tu fais ton truc, ça fait de la magie, je fais ah merde, c'est vachement moins poétique que dans Agone où d'un coup il sort son cistre, il commence à faire et tu comprends pas ce qui se passe. Là, t'as les descriptions, tu fais waouh, ça permet de faire ça. Mais et chaque sort est unique dans Agone. Chaque fois qu'il sort son cistre et qu'il fait une mélodie, ça change à chaque fois. Alors que là, t'as un effet clair, net, précis. Ça dit trop, moi je trouve, par rapport au potentiel poétique de l'univers initial, quoi. La pratique libre de la magie juste est prévue dans le bouquin. C'est juste qu'en termes de règles, en fait, c'est tellement difficile que, à moins que ton personnage ne sache rien faire d'autre et qu'il ait mis tous ses points de compte. Donc, en fait, là, c'est encore un gros ratage technique. En fait. Oui, c'est ça. Moi, je pose la question de est-ce que c'est possible ? Parce que on se souvient de la scène de Spider-Man où il découvre ses pouvoirs, ou de d'ailleurs tous les films à super-héros à un moment donné où quand ils sont piqués par l'araignée ou je ne sais quoi, ils découvrent leur pouvoir, ils savent pas trop. On a ça dans Charmed aussi au début de la série. Mais je pose la question de est-ce que c'est possible en jeu de rôle ? C'est possible en roman ? C'est possible en film ? En jeu de rôle, je sais pas si on peut arriver à faire un mécanisme qui dise aux joueurs voilà ce que tu ressens. C'est quand même délicat en fait, je trouve. Vivien. C'est pas forcément une question de ce qu'il ressent, parce qu'il y a des tas de... J'adore le contraste entre la manière dont Vivien a demandé ce micro de façon genre je veux le micro, puis là il parle. Oui, alors il suffit. Ah non, mais je vais pas agresser Natacha. C'est génial. Non, mais ce que je veux dire, non, mais c'est parce qu'après elle a parlé de ressenti, du coup c'était pas là-dessus moi que je le ressenti venir. Et puis même, enfin, il faut arriver à donner au joueur une idée qu'il n'aurait pas eu tout seul. Mais oui. Mais il n'y a pas besoin. Le joueur, il peut l'avoir. Enfin, on lui dit, t'as un cistre et le cistre, enfin, dans Agone, je sais plus comment ça marche parce que ça fait longtemps, mais on lui dit, le cistre influe sur les émotions de telle façon.
le joueur, il a besoin que de ça. Si le système après lui permet d'improviser et si la mécanique le soutient, genre je prends n'importe quel un jeu comme Hero Wars par exemple, des jeux qui remplacent la mécanique d'action par des mécaniques, on va dire, de conflit. C'est-à-dire le but c'est de résoudre le conflit dans son ensemble et pas juste de faire une action. Te permet au moins d'avoir une marge d'improvisation, de création et t'as pas besoin de Et du coup, c'est sorts. pas une vraie découverte de pouvoir. Non, par contre là-dessus je suis d'accord. Mais ça, putain, juste avant de passer la parole à Jérôme, je peux faire une hypothèse sur ce jeu. Et ben là, on est pile poil dans la tragédie française du jeu de rôle en fait. Pourquoi est-ce que vous croyez que ces gens à Multisim ont fait le choix de mettre des caracs et tout ça ? Parce qu'ils se sont dit, parce que le jeu de rôle était mourant. Et que du coup, ils se sont dit, si on ne vend pas suffisamment, notre boîte, elle va mourir. Et donc, du coup, ils ont fait des compromis pour ça. Et vous voyez, moi, je veux bien qu'on mette Agone dans la boue parce que c'est dysfonctionnel et tout ça. Mais il faut se rappeler du contexte économique de l'époque, du jeu de rôle à cette époque-là. On n'a pas arrêté de le rappeler. Oui, c'est vrai. Non, donc mais on n'a voilà. pas du tout été médisant là-dessus. Je sais bien, hein, je parle pas de vous. Je parle à mes auditeurs aussi. Et voilà, c'est... Jérôme. Ouais, bon, de toute façon, le jeu, enfin voilà, comme je dis, je suis critique, mais je vois quand même toute la richesse derrière et le système est vieux, mais enfin tous les systèmes. Moi, je vois la richesse de l'univers, je vois pas vraiment la richesse du jeu. C'est vrai qu'il y a ce petit côté que Maxime soulevait de guide touristique un petit peu, et le guide touristique, on sait que ça tue l'amour. Ça casse la magie. Mais ouais. ça, c'est le même problème que les jeux de rôle qui détaillent l'univers de Tolkien ou de Cthulhu. Ouais. Moi, j'avais une double question à vous poser tous. C'est est-ce que vous avez lu aussi les bouquins ou le bouquin s'il y en a qu'un Agone, et est-ce que vous êtes tous d'accord avec le constat qui a été fait là jusqu'ici que ça avait tendance à vraiment casser l'univers et que c'était vraiment beaucoup plus poétique dans les bouquins? Est-ce que vous... Emmanuel. Le bouquin fait clairement le parti pris d'un univers incomplet. Je trouve que Gabory fait beaucoup ça dans tous ses univers, c'est-à-dire que il prend pas la peine d'expliquer l'univers, il va centrer sur ses personnages et du coup il laisse le reste à la description à la discrétion du lecteur. En fait, pour bien connaître, enfin pour bien. Alors je ouais, crois non, moi c'est bien mon connaître. ressenti de lectrice, Oui. je connais pas. Je crois aussi que c'est quelqu'un qui se laisse aller quand il écrit. C'est-à-dire que il va parler parce qu'un mot est classe, il fait dire ah ouais tiens, ce serait cool qu'il y ait un centre-esprit, ce serait cool qu'il y ait un truc comme ça, et il rajoute, et il rajoute, cool comme nom. Et Turn, c'est tellement cool, donc il rajoute. Et après, alors ça, là, je te parle des chroniques crépusculaires. Je sais aujourd'hui qu'il fait plus comme ça. Il part d'abord de la métaphysique et qu'il nous fait rentrer par la petite porte. Maintenant, il est beaucoup plus comme ça. Mais à l'époque où je pense il écrit les chroniques crépusculaires, pour lui en avoir un peu parlé aussi à travers le podcast Mathieu Gaborit par Mathieu, je vous invite les auditeurs à aller l'écouter. Il y a, on voit bien qu'il improvise des choses comme ça. Et après, les gens qui ont fait le jeu de rôle, eux, ils ont pris tous ces moments où il avait improvisé et ils ont creusé, ils ont fait un petit peu comme ce que les fans de Star Wars ont fait avec l'univers étendu. C'est-à-dire, tiens, il y a quelqu'un qui est derrière chez Jabba, qui a la chevelure rouge, pardon. On va dire que c'est l'assassin de l'empereur, parce qu'elle est là, parce qu'elle a une mission, parce que, etc. Et donc, il rajoute. Et donc, on sent ça. Et entre le livre et le jeu de rôle, on sent ça. À titre personnel, pour répondre à ta question, Jérôme, moi, le livre, je n'ai pas réussi à le lire. Parce que j'avais déjà joué au jeu de rôle avant, que c'est le jeu de rôle qui m'a mené au livre. Donc je peux pas répondre à ta question dans la mesure où c'est biaisé. Je pense que quand tu vas dans ce sens-là, ça doit être hyper dommage. Parce que moi, je suis presque... Enfin, j'aurais préféré finir le bouquin parce que j'en suis à la moitié d'Agone, il me reste 100 pages, quoi. Donc j'aurais presque préféré finir le bouquin avant de jouer. C'est pas grave, ça va pas me gâcher mon plaisir. Mais je suis content d'avoir lu le bouquin avant de jouer au jeu de rôle. Parce que j'ai quand même une autre vision du coup de cet univers. Et quand on me raconte tout ça, je me dis, oui, mais dans le fond, je peux aussi en faire ce que je veux. Et ça me... Ah, ça c'est intéressant ça. Donc je me dis, voilà, vu que je vois les trucs qui vont pas ensemble entre le bouquin, enfin entre ce qui est dit là et le bouquin, je me dis, ouais, du coup je peux penser à autre chose, quoi. D'accord. C'est intéressant parce que tu reflètes peut-être ce que beaucoup de joueurs ont pensé du jeu aussi. Parce que à l'époque, le livre sort avant le bouquin de jeu de rôle, forcément. Et donc peut-être que la sensation qu'éprouve Maxime là, beaucoup de gens en 1999 l'ont ressenti. C'est intéressant d'avoir ce point de vue, je trouve. Moi, je ne l'ai pas eu, mais je peux le comprendre. Après, je ne l'ai pas eu aussi peut-être parce que j'ai été presque directement MJ et que quand tu es MJ, tu es presque content d'avoir quelque chose de beaucoup plus fouillé, quoi. Ouais. Parce que, surtout que c'était l'un des tout premiers jeux que j'ai masterisé. Après, je pense que les deux
sont très intéressants. C'est-à-dire que rentrer dans l'univers d'Agone par la grande porte, c'est-à-dire à travers la description de l'univers faite par le jeu de rôle, ou rentrer par la petite porte à l'intérieur d'Abîme, parce que Abîme c'est un peu pareil, on rentre par la petite porte aussi. En plus c'est marrant parce que c'est un petit personnage. Mais voilà, je trouve ça, les deux visions d'Agone sont intéressantes. Et Vivien, je te passe la parole. Effectivement, je suis d'accord avec Maxime, l'idée qu'il vaut mieux commencer par les romans que par le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle élargi, il vaut toujours mieux commencer par quelque chose de justement de plus doux, de plus. Après, j'allais dire une connerie en fait, ce que j'allais dire en fait, les deux sont indépendants, mais en fait, je viens de me souvenir qu'il y avait des nouvelles dans tous les suppléments d'Agone écrites par Mathieu Gabory qui prolongeaient en fait les crépusculaires et qui dévoilaient un petit peu ce qui se passait après. Je pense néanmoins que tu as raison de dire qu'ils sont indépendants. Je pense que le roman, en tout cas, c'est vachement ambigu, si c'est le cas. Je pense que les romans de Mathieu et les bases de Agone n'ont pas été faites dans le. Non, il y a trop d'incohérences. Enfin, il y a quelques incohérences ou quelques trucs. On sent que c'est pas. En tout cas, il est clair que les crépusculaires n'a pas été conçu au départ dans l'idée du jeu de rôle et que ça a été rajouté ensuite, quoi. Enfin, bon, voilà. C'est ça, on sent que l'histoire de la création du monde et tout, ça a été plaqué par-dessus et que ça n'a pas du tout été pensé à l'origine par l'auteur. Enfin, j'ai l'impression que l'auteur n'a pas du tout réfléchi à cette création du monde avant d'écrire son bouquin Les Crépusculaires. Il a écrit Les Crépusculaires, il avait peut-être quelques idées. Absolument. Et derrière, quand tu lui as demandé de faire un jeu de rôle, on lui dit ah ouais, mais non, mais un jeu de rôle, c'est un monde, il doit avoir une origine, il doit avoir. Mathieu il a contribué bien sûr à l'univers d'Agone tel qu'il est décrit dans le bouquin. Mais ce n'est pas lui qui a fait le jeu de rôle. Ah, je pensais qu'il avait énormément contribué. Il a contribué au jeu, mais si on prend par exemple... On lui a pas demandé son avis, genre... évidemment que si. Il est co-auteur. Il était co-auteur. Mais j'imagine qu'ils ont brainstormé en disant, bon, l'univers, il faut qu'il ait une origine. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme origine? C'est ça. Et qu'ils ont discuté. Et d'ailleurs, je pense que le fait que justement d'autres personnes aient travaillé sur son univers à un moment donné, à poser des problèmes, des conflits entre Mathieu Gaborit et les gens qui travaillaient sur son univers. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous, imaginez là, les cellules, vous preniez un roman, vous preniez Sens et que vous rajoutiez plein de trucs. Au bout d'un certain moment, vous allez avoir des problèmes avec moi, des PNJ, des trucs comme ça, voilà. Et au bout d'un certain moment, vous allez avoir si vous commencez à avoir même plus de succès que mes propres bouquins, par exemple, imaginons. Alors, c'était pas vraiment ce qui s'est passé là parce que les succès ont été covariants, c'est-à-dire que les deux. Surtout, ce n'est pas un roman, quoi. Non, mais d'accord, mais imaginons, j'essaye de me mettre dans la peau de Mathieu, si tu veux. D'un coup, il y a comme une espèce de, pas de jalousie, mais l'auteur se sent dépossédé d'une partie de lui-même, d'une partie de son bébé. Et donc, je pense, alors là, je sais pas, je suis pas dans les petits papiers des dieux, même si je connais un petit peu les acteurs, j'en ai jamais parlé avec eux, mais je pense que ça a joué quand même dans le délitement de Multisim et des relations à l'intérieur de Multisim, ou en tout cas, dans les problématiques qui ont traversé ce jeu en termes des écarts qu'il y a entre la mécanique et l'univers, etc. Je pense que c'est un jeu qui s'est fait, qui a été accouché. Là, encore une fois, je ne suis pas dans les petits papiers, mais je pense que c'est un jeu qui a été accouché dans la douleur, Agone. Ouais. Vraiment. Ceci dit, juste pour aller dans l'autre sens, ceux qui craignent ce lien ou les éventuelles incohérences, il faut leur rappeler que le roman des Crépusculaires est écrit à la première personne. Tout à fait. Et que du coup, le narrateur peut se tromper, peut mentir, peut avoir un point de vue étriqué sur la chose. Va dire ça, Mathieu. Vas-y. Donc on peut... après, ça, et Mathieu, c'est Mathieu. Et donc, après, du coup, t'es en train de lui dire indirectement, oui, alors donc toi, le tien, il est à peu près parce qu'il est écrit à la première personne, donc il y a des trucs d'interprétation, mais par contre, l'univers d'Agone, lui, il est objectif, il est réaliste. Alors, je sais que c'est pas ce que tu dis. C'est le principe d'un jeu de rôle. Hein, je sais que c'est pas ce que tu dis, mais imaginez un auteur. Ah, mais ça, après, à qui on dit ça, je suis d'accord. C'est aussi parce que du coup, si c'est écrit à la première personne, le personnage se sent pas obligé d'expliquer certaines choses. Oui, non, mais bien sûr. Donc, du coup, c'est pas. Mais c'est logique de la part. Non, mais ce que j'essaye de vous dire là, c'est mettez-vous à la place de Mathieu Gaborit. Je pense que ça doit être très difficile de voir des gens venir dédicacer le bouquin des Chroniques des Crépusculaires en disant ah ouais, j'ai adoré votre truc sur Janus, et de se souvenir que l'idée de Janus, elle vient de Stéphane Marsan, tu vois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou de Sébastien Sadrin. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, ça doit être très, très, très difficile. C'est comme si un jour je rencontrais un mec qui faisait ah, ton personnage de sauveuse, Romaric, je le kiffe. Ok, je te fais quoi comme dédicace? Alors que je sais très bien que c'est Jérôme qui l'a créé. Non, mais voyez où je veux en venir ou pas? Mais c'est ça. C'est ça. Alors c'est juste une anecdote rigolote, c'est que nous quand on s'est fait dédicacer notre Agone, il a dit je dédicace à qui? On a dit oh, membre de la cellule. Et du coup on a une dédicace ancienne. Il a dû se dire, il nous a regardé genre avec des grands yeux, genre non. Vous en êtes? Voilà, exactement. Il a fait la cellule? Ouais, il a fait ah, vous êtes partout en fait.
Donc voilà. Mais bon, je trouve ça intéressant aussi de parler de ces problématiques de production d'Agone parce qu'elles expliquent beaucoup, à mon avis, des dysfonctionnements du jeu. Ou en tout cas, ça fait partie des arguments qu'on peut, comment on dit déjà, qu'on peut mettre au crédit de, ou je sais pas. Et le podcast qu'on a fait aujourd'hui, il marche pour beaucoup de jeux tradis. Je veux dire, Dark Heresy, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, mais il y a une forte. Enfin, je veux dire, toutes les critiques qu'on fait vis-à-vis du système, de l'univers énorme à côté, de tout ça. Du format one shot. Tout ça, c'est. On pourrait appeler ce podcast podcast one shot de jeux tradis, quoi, qui a eu à succès. Ça marche avec Warhammer, ça marche avec. Je pense, non, peut-être pas D&D parce que c'est un cas spécial, mais. Tous les jeux comme ça qui pendant longtemps ont eu un dysfonctionnement de système parce qu'on pouvait à la fois faire du sim, du nard, du ludisme et qui a un peu c'est vraiment c'est les mêmes problématiques et je pense que maintenant les auditeurs de la cellule vont les comprendre, les connaître et tout à fait. C'est pour ça qu'on vous évitera peut-être le podcast. Mais on peut quand même rappeler la beauté de cet univers, la puissance esthétique et le réenchantement qu'il propose sur le monde tout simplement. Moi après avoir joué à Gone, j'ai vu des inspirés, j'ai vu des ternes aussi. J'ai vu cet univers, alors je sais que c'est très élitiste comme manière de penser, c'est moche l'univers d'Agone, mais moi je les ai vus et ça m'a fait réfléchir sur le monde. Quand je suis sorti des parties, ça m'a amené plein de problématiques existentielles et moi c'est ce que j'attends d'un jeu de rôle, c'est qu'il me bouleverse, c'est qu'il change ma vision du monde et Agone l'a fait. Et donc voilà, ne serait-ce que pour ça, on peut Emmanuel, je pense que tu... Et nous, avec le jeu de rôle, on a un nombre illimité de flammes qu'on peut transmettre à un nombre illimité de gens. C'est ça, exactement. Et on trouve des problématiques un petit peu similaires dans l'environnement. Et juste un point aussi pour rappeler que les flammes entrent en résonance entre elles et que les flammes s'attirent entre elles. Ce qui rappelle aussi la mécanique... S'entretiennent entre elles, exactement. Ce qui rappelle aussi la mécanique du jeu de rôle. Ce qui rappelle également, juste pour la symbolique, la mécanique du conte autour du feu. On se rassemble autour du feu pour se raconter une belle histoire. Et oui, ça va jusque-là. Vivien, tu me regardes avec des yeux, genre ils n'y ont pas pensé. Mais je peux te jurer que des mecs... C'est juste, il y a d'autres... Enfin, il y a d'autres jeux qui font ça. On a tendance à dire que quand on s'exprime pas, on cautionne du coup ce que les autres disent. Et là, t'es pas d'accord ? Tous les côtés, on a des flammes à apporter aux autres et tout ça. J'avoue que moi, ça me met mal à l'aise un petit peu. Alors non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que tu as dit, c'est ce que Emmanuel a dit un peu, sur lequel tu as surenchéri. Enfin, mais je sais c'est ce que proposent beaucoup de jeux de rôle quand même. Oui, non mais maintenir la flamme. Moi, j'assume la transposition de Agone au monde réel, j'avoue que... moi, j'assume 100% mon propos. Le nombre de gens qui, dans des domaines variés, m'ont amené des flammes et voilà, et que depuis, je nourris. Et je le dis pas au sens où moi, j'amène, je propose et je me place en distributeur de flammes. Mais si, moi je me vois comme un inspiré. J'en ai rien à foutre, je l'assume, je le dis. Voilà. J'en ai rien juste à pour les records, pour les records. Alors là, la modestie, je préfère être vraiment prétentieux que faussement modeste, je l'ai déjà dit, et je le répète, moi je suis un inspiré, et j'attire les flammes à moi, et je vous emmerde. Non mais c'est vrai, il y a un moment donné, faut s'y reconnaître. Moi ce jeu, il m'a donné la flamme. Après, je dis pas que je l'avais quand j'ai découvert Agone, je dis ce jeu m'a donné la foi. Tu vois, ce jeu m'a donné la flamme. Mais il me l'a donné aussi à l'époque, hein. Après je l'ai dépassé, mais... c'est bien, c'est bien. Hein, il n'est de bon disciple que celui qui tue son maître. Maintenant, il est enténébré. Il prend Rejoignez-moi. Le mascar qui a une flamme. C'est ça. Voilà. Et moi, ce qui me dérange, en fait, si tu veux, dans le propos, Vivien, là où je te rejoindrais, si tu veux, sur la réserve, c'est que c'est quand même un propos qui est extrêmement élitiste. Oui. C'est-à-dire, il y a d'un côté les inspirés, de l'autre les ternes. Et Fabien Ilvain me faisait remarquer d'ailleurs, quand on parlait d'Agone tous ensemble, que c'était aussi ce qui le dérangeait dans Agone. Donc je te rejoins quand même, Vivien. Et c'est un propos qu'on a vu à plusieurs reprises dans d'autres podcasts de la cellule, sur d'autres. C'est vrai. Mais ça fait du bien, Vivien. Ça fait du bien de se rappeler qu'on est des héros. Putain, on vit dans un monde qui est tellement noir, tellement terne. Ça fait plaisir à un moment donné. Merde, quoi. Putain, on est autre chose que de la matière brute. Juste pour faire chier. Ce qui t'a apporté tout ça, c'est pas le jeu Agone, c'est l'univers d'Agone. Oui, on est d'accord, oui, tout à fait. T'as bien raison. Oui, et la communauté voilà. Vivien, il a raison. Le jeu de rôle en tant que lui-même n'a rien fait, quoi. Oui, je suis d'accord. Ouais. Là où le jeu de rôle a le potentiel de faire ça, le jeu n'a rien fait. Il faudrait dire c'est mon éminence grise de l'époque, à savoir Yann Sully, qui lorsqu'il a pris le jeu, en a viré toutes les dynamiques NAR et LUD et qui en a fait un jeu simulationniste, etc. Voilà, c'était juste pour le renfoncer une dernière fois le clou. Non, mais t'as raison, tout à fait. Ouais, et puis encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est d'aller reconnaître aussi les gens qui autour de nous ont des arts magiques qui nous intéressent et puis de
d'apprendre auprès d'eux. Et moi, je le vois comme ça aussi. L'inspiration, c'est bon que j'ai une flamme ou que j'en ai pas. Voilà, des inspirés autour de nous, il y en a vraiment avec toutes les variétés de flammes possibles et imaginables et aller s'en nourrir, aller s'en inspirer et aller grandir avec eux, c'est extraordinaire, quoi. Pardon, Jérôme. Et la communauté du jeu de rôle, quand tu dis c'est la communauté, c'est pareil, la communauté du jeu de rôle est hyper riche. Entretenez la flamme, protégez votre flamme. On est en pleine flamboyance alors. Non, justement, on est aujourd'hui, justement, le jeu te dit aujourd'hui le monde moderne est dans un crépuscule et il reste encore quelques personnes qui entretiennent la flamme au bout du tunnel. Et puis je tiens à vous rappeler aussi que le sous-titre de Multisim, c'était les alchimistes de l'imaginaire. Et j'avais Sébastien Sellerin au téléphone l'année dernière après qu'on ait diffusé le podcast sur l'alchimie et il me disait c'est exactement les conversations qu'on avait à Multisim entre nous avant de créer les jeux. Je suis tellement triste de pas les avoir rencontrés avant. On aurait fait des belles choses. Mais ce sont nos parents en fait. Et moi c'est pour ça aussi que j'avais envie de parler d'Agone parce qu'en fait Sébastien Sellerin quelque part, Mathieu Gaborit, c'est nos parents, c'est la génération précédente, c'est ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, moi j'aurais pas rencontré Agone, je n'aurais pas fait de jeu de rôle. Je n'aurais pas fait du jeu de rôle ma profession. Multisim, pour beaucoup de personnes, c'est vraiment une boîte qui a pesé, qui a joué un rôle de mentor, de ligne directrice. Et on ne peut que pleurer aujourd'hui sur la fin de cette boîte qui a coulé pour des raisons... Perfidie capitaliste a réussi. C'est un grand soleil, le logo de Multisim. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, merci Emmanuel de rappeler encore un autre point commun entre nos projets et ceux de Multisim. Effectivement, Sébastien Sellerin, il écoute tous les podcasts de la CU. Je sais qu'il aura écouté celui-là. Et je peux vous dire que c'est la même chose pour à peu près tous les gens de Multisim. Ils nous écoutent et ils sont là et ils se disent la flamme, on leur a transmis. Il continue et c'est bien et ça j'en suis très heureux. Donc je tiens à remercier aussi au cours de ce podcast tous les gens de Multisim qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent encore, qui écoutent ces podcasts parce que c'est pour moi en tout cas, très important d'avoir comme ça la reconnaissance de ses pairs. Merci à vous, chers podcasteurs, d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi Emmanuel d'avoir maîtrisé Agone, un jeu difficile, périlleux. Tu l'as fait avec brio. À bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Salut.